Bon, bah, du coup, je vais vous présenter YOLO V2 et plus largement les algos de détection, hein. Donc, bon, on m'a dit de mettre ça. Voilà le petit sommaire. Donc, on va d'abord voir l'architecture de YOLO, tout simplement. Voir comment on exploite les sorties de telles architectures et comment on entraîne des modèles comme ça. Et surtout, à la fin, une petite partie évaluation. On peut pas y échapper. Donc, pourquoi YOLO V2 déjà? Parce que bon, bah, il y a V1, V2 et il y a même jusqu'à V5 aujourd'hui. Euh, YOLO V1 ça marche, mais c'est pas terrible en termes de performance. YOLO V2 ça vient corriger un peu les défauts de YOLO V1 et ça pose un peu la baseline qui va être utilisée par tous les algos qui vont suivre. Et du coup, YOLO V2 est relativement simple, tout en ayant de très bonnes performances pour des applications assez faciles, quoi. Et du coup, je pense que si vous comprenez bien YOLO V2, c'est pas très compliqué de comprendre comment ça marche YOLO V3 derrière tout ça. Mais c'est plus pour des problèmes très spécifiques qu'on va aller chercher d'autres architectures. Donc voilà, je vais pas trop rentrer dans le détail. Donc c'est quoi la détection d'objets concrètement? C'est une tâche qui consiste en localiser donc des objets sur une image et d'en faire la classification. Donc c'est un peu un truc qui peut se voir en deux étapes, mais le gros avantage de YOLO, c'est qu'il fait tout ça d'un coup, donc on met l'image dans le modèle et en sortie il va directement nous donner et la position des objets et les classes. Et aussi un gros avantage de YOLO, c'est que justement de par le fait que ça se fait en un coup et aussi du fait que qu'on puisse utiliser des architectures assez light, on peut faire du temps réel même sur des systèmes embarqués pour des images qui sont pas trop grandes. Donc on peut arriver à faire de la détection sur de la vidéo. Donc voilà. Alors tout d'abord l'architecture de YOLO. Mais avant ça, on va revoir vite fait le CNN classique. Donc là, il y a notre poteau John qui va nous accompagner tout au long de la soirée. Qui va servir d'image d'entrée. Et donc sur une architecture classique de classifieur, hein, euh, on a l'image qui va passer dans ce qu'on appelle un feature extractor, donc c'est un CNN où il y a juste des convolutions, des max pooling, bon, et d'autres opérations de CNN. Et ce machin-là, en sortie, ça va nous donner donc un volume de données qui est une feature map, avec l'avantage qui est une information spatiale par rapport à l'image originale et la position des données sur cette feature map. Et en général, ce qu'on fout derrière, c'est un classifieur avec un flatten qui transforme ce volume de données en vecteur plat, et dessus on fout un dense, une ou plusieurs couches de dense pour à terme arriver à un vecteur de probabilité à partir duquel on en déduit une classe. Donc ça, c'est un simple problème de régression sur un vecteur de sortie, tout ce qui est plus classique. Alors comme je vous l'ai dit, pour YOLO, nous ce qu'on cherche c'est détecter des boîtes. Et là, ce qui va changer par rapport à notre classifieur d'avant, c'est que le classifieur d'avant, on lui donnait une image, on attendait à une prédiction. Point. Là, le nombre de sorties, entre guillemets, il va varier en fonction du nombre d'objets qu'il y a détectés sur l'image. On peut avoir une dizaine de trucs à détecter, comme aucun objet à détecter sur l'image, et ben, il va falloir que notre réseau il arrive à faire ça tout seul. Aussi, on peut sentir intuitivement qu'on va peut-être pas pouvoir utiliser de flatten. Enfin, en tout cas, les flatten ne vont pas être très pratiques parce que les boîtes, il y a besoin d'une information spatiale hein, pour les localiser. Et le fait d'utiliser un flatten, justement, ça retire cette information spatiale de notre feature map en mettant notre truc tout à plat. Donc là, il va falloir qu'on se débrouille sans flatten, à faire de la régression sur un nombre non fixe de sorties. Voilà, donc c'est un truc qui est pas très, qui sort un peu des sentiers battus, quoi, hein, mais du coup, on va voir comment on se débrouille pour faire ça. Et la solution qui avait été proposée dans YOLO V1, donc là c'est bien YOLO V1, on va voir c'est quoi la différence avec YOLO V2. Dans YOLO V1, ce qu'ils font, c'est simplement, on applique une convolution sur la feature map, et en fait cette convolution, elle va permettre de faire des prédictions sur les boîtes et les classes en même temps. Et donc à partir de ça, on va pouvoir exploiter cette sortie pour en déduire les boîtes qu'on va garder. Petit truc, en fait, une convolution un par un, c'est équivalent à appliquer un dense, une couche de dense sur la profondeur de notre volume de la feature map. Alors, je sais pas si c'est très clair pour vous. Si vous comprenez pas, dites-le moi, je vais utiliser mon dessin magique qu'il y avait derrière là. Je Euh, pense que ça vaut le coup de faire un petit coup de dessin. ok, ça marche. Allez, let's Parce go. que pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est pas forcément simple à Ouais, visualiser, je pense. je me doute. Donc, euh, vous voyez mon paint là, c'est bon? Oui, oui. Alors, ça c'est mon volume, ma feature map, hein. Donc là-dessus,
Donc je vais considérer que la cellule qui est tout en bas à droite. Admettons, sur cette case, je vais appliquer un filtre un par un. Donc, attendez, Essaye peut-être de juste mettre les tailles de l'image, enfin, entre guillemets, les tailles de la profondeur, hauteur, largeur sur ton ok, dessin, peut-être. si tu veux. Alors hop, ça on le verra après, tous ces trucs-là. Donc on va avoir WH, et ça c'est le nombre de features de notre feature map. Hein. Donc, hop, F. Donc, Là-dessus, sur l'image de base, entre guillemets, ça serait hauteur, largeur et RGB, quoi. Donc 3, j'imagine. oui, ça Et, ce serait sur une voilà. image de base. Mais là on se concentre que sur la feature map du coup. Donc, sur la feature map, donc on a F feature, hein, et là-dessus, on va appliquer donc une convolution un par un. Donc un filtre un par un, ça va prendre case par case et ça va appliquer, ça va multiplier toutes les valeurs. Donc là, admettons que j'ai F valeurs, hein, hop, tac. Donc là, si j'ai 4 valeurs, par exemple, sur chaque valeur, on va multiplier par un poids, qui est le poids du filtre, en fait, et on va sommer tout ça comme dans un dense, en fait. Donc, par exemple, si j'ai un filtre, hop, je vais prendre toutes mes valeurs, je vais les multiplier, ça va me faire une valeur. Si j'ai deux filtres, hop, ça va me refaire une autre valeur. Et en fait, c'est comme si ça faisait un dense, en quelque sorte. Donc, en sortie de ce machin, après cette convolution un par un, je vais me retrouver, encore une fois, avec un volume de la même taille, sauf que là, j'aurai mon Y1 ici, Y2 derrière, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est comme si là, je m'amusais à prendre mon dense et que je l'appliquais sur la profondeur de tout le volume pour chaque case. C'est clair? Oui, j'imagine que tu omets le fait que les hauteurs et largeurs peuvent varier selon la taille des filtres. Et du coup, là, si tu as des filtres qui sont de taille 1, les hauteurs et largeurs ne varient pas, si je dis pas de conneries, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Et du Tu coup, restes avec H et W. c'est ça. Mais du coup, c'est comme si on faisait juste un dense en fait dans la largeur, quoi, en quelque sorte. Donc là, on aura toujours W, toujours H. Et notre nouvelle profondeur, ça va être le nombre de filtres qu'on choisit. Hein. Donc ça on verra ce qu'on prend après parce que c'est un truc particulier. Ok, alors retour à ça. Et donc là, vous voyez que du coup, on n'utilise pas de flatten. Et donc, on va garder l'information spatiale sur notre sortie. Donc ça, c'est super intéressant. Par contre, petit truc qui change par rapport à ce qu'on a l'habitude, hein, c'est que là on n'a plus un vecteur en sortie, mais on a carrément un volume en 3 dimensions en sortie, mais c'est pas gênant, on peut toujours faire des régressions là-dessus, les back-end le gèrent très bien sans souci. Ok, alors comment on exploite cette sortie-là? Donc comment on va interpréter cette sortie? Donc en gros, pour chaque case de notre volume, pour chaque case de la grille, on va prédire une boîte. Donc si on a une grille de 8 par 8 en sortie, hein, mon W et mon H de tout à l'heure, si c'est 8, 8, ça va nous faire 64 boîtes qui vont être prédites pour chacune de ces cellules. Et vu qu'on a une information spatiale, ces boîtes-là, on va pouvoir les matcher localement sur l'image, ou à quel endroit est-ce qu'elles sont prédites en fait. Et ce qu'on va faire, c'est parmi toutes ces boîtes, on va appliquer un petit critère, et si la boîte respecte ce critère, alors on va la garder. Si elle ne le respecte pas, on va la supprimer. Et à la fin, à terme de ce petit process de suppression de boîte, on espère arriver à ce résultat-là, donc avoir une boîte autour de John Cagnol toute seule. Alors, Ah, oui, vas-y. juste le fait que ça sort de la grille, entre guillemets, c'est normal? Alors oui, justement, à noter, boîte et grille, c'est complètement distinct. Dans YOLO, en tout cas, c'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas, enfin, la grille, c'est juste une information spatiale sur la boîte, mais pas sur sa dimension. Donc, en gros, il y a une boîte par cellule, mais une boîte de taille quelconque, qui peut être plus petite qu'une cellule, plus grande qu'une cellule, peu importe. Voilà. Alors, maintenant, on a un modèle qui fait des prédictions. À partir de ça, comment est-ce qu'on évalue une prédiction? Alors, je ne parle pas d'évaluation du modèle encore, on verra ça à la fin. Juste évaluer une prédiction. Donc, pour évaluer la qualité, il y a une métrique particulière hein, qui s'appelle l'IEU. C'est très simple. Donc, qu'est-ce qu'on veut qu'elle fasse typiquement cette métrique-là? Dans le cas à gauche et au milieu, on voit que c'est pas des très bonnes prédictions. Donc, premier cas, certes, il y a une petite zone en commun, mais notre boîte, elle est carrément trop petite et elle est vraiment pas bien centrée sur ce qui nous intéresse. Deuxième cas, certes, elle est centrée, mais elle est vraiment trop grande, donc c'est pas intéressant. Et dernier cas, par contre, là, c'est bien. On a des tailles similaires et aussi un positionnement qui est plutôt bien aligné, donc plutôt une bonne boîte. Donc cette métrique, l'IEU, intersection over union, tout simplement,
C'est l'aire de l'intersection entre les deux boîtes divisé par l'aire de l'union des deux boîtes. Et donc ça, c'est une métrique qui varie entre 0 et 1. Donc quand elle vaut 1, c'est que les boîtes sont parfaitement identiques et qui sont parfaitement positionnées. Et quand elle vaut 0, c'est que les boîtes sont soit de forme très différente, soit qu'elles sont complètement mal positionnées. Donc on a un IOU qui va tendre vers 0 dans ces cas-là. Donc ce qui est bien avec l'IOU, c'est que ça permet d'à la fois quantifier le positionnement des boîtes et la forme des boîtes. Voilà. Alors maintenant, donc jusque-là on a vu comment ça marchait sur YOLO V1. On va voir ce qui fait que YOLO V2 et YOLO V2 et que ça marche mieux entre guillemets. On va voir pourquoi à partir de cette slide. Alors c'est quoi un prior? Donc un prior c'est un truc qui a été introduit pour YOLO V2 justement. Et comme son nom l'indique, c'est un a priori sur la taille des boîtes qu'on est susceptible de rencontrer sur nos images. Alors, comment ça se passe ce truc-là? Dans YOLO V1, en fait, le gros problème, c'est que on demande à notre modèle de prédire complètement la taille des boîtes. Donc, on lui dit débrouille-toi, et tu peux prédire des boîtes énormes comme des boîtes toutes petites, ce qui fait que, en sortie, on peut avoir des grosses variations de la sortie, et ça, c'est pas terrible pour l'entraînement, et ça fait que c'est assez instable. En lui donnant des priors, on va lui donner des tailles de boîtes typiques sur lesquelles le modèle va devoir se baser et va faire des petites perturbations afin de prédire de nouvelles boîtes. Et de ce fait, ce qu'on va lui demander de prédire, c'est donc des petites perturbations, comme je viens de dire, et du coup, ça va être beaucoup plus petit et beaucoup plus stable au niveau de l'entraînement. Donc, en pratique, qu'est-ce qu'on fait? Là, on va prendre cet exemple, on cherche à faire un modèle qui fait à la fois détection de visage, donc par exemple la tête de John Canyon, et détection de voiture dans le même modèle. Donc, c'est des formes qui sont très différentes, et surtout, on voit, il y en a une, par exemple, la voiture, c'est une grande boîte qui est plutôt horizontale, là où les visages, c'est plutôt des petites boîtes qui vont être plutôt orientées verticalement. Donc, on peut se dire, deux priors, ça peut être un prior de visage, donc une boîte typique de visage, et un prior de véhicule, donc une boîte typique pour une voiture. En faisant ça, ah oui, juste un petit point. On fait pas ces a priori par rapport aux classes. À aucun moment, quand on fait les a priori, on considère les classes. Je peux donner un petit exemple de pourquoi ça marcherait pas de faire ça. Par exemple, si je cherche à classifier des personnes, juste à détecter des personnes, et que dans mon set, il y en a qui sont debout, il y en a qui sont allongés, typiquement, je vais avoir des boîtes qui vont être très différentes en termes de taille, et pourtant qui sont de la même classe. Donc on peut pas faire un parallèle entre taille de boîte et classe. Pas toujours en tout cas. En tout cas, s'il y a un parallèle qui existe, le modèle va être capable de le trouver tout seul. Donc autant lui laisser faire le travail, il va se débrouiller. Évidemment, introduire un a priori, hein, c'est introduire un petit biais dans le modèle, hein, vu qu'on lui donne un truc qu'on aura un peu pré-ingénieur à la main. Et donc, on va voir un peu comment ça joue sur le phénomène biais-variance, hein, que vous connaissez sans doute. Mais d'abord, je voulais juste vous montrer comment on calcule ces priors. Donc, tout simplement, c'est un petit calcul de clustering sur les dimensions des boîtes. Donc, la distance qu'on va utiliser entre la boîte B1 et B2, ça va être donc 1 moins l'IOU, donc comme on a vu tout à l'heure, en partant du principe que les deux boîtes sont parfaitement centrées. Et au terme de ce clustering, on va voir, c'est nous qui choisissons le nombre de clusters en général pour ces algos de clustering. Donc bien sûr, ce nombre de clusters qu'on choisit, c'est un hyperparamètre, on va l'appeler B, et B, ça va être notre nombre de priors, et donc chacun de ces priors, c'est un représentant de cluster. Alors, comment on choisit B? C'est le truc un peu difficile, hein. En fait, B, c'est un hyperparamètre au même titre que les dimensions de votre réseau de neurones, par exemple, des dimensions de vos couches. Donc, c'est des trucs qui sont très durs à régler. Ça se fait empiriquement, et puis dans plein de cas ça marche, dans plein de cas ça marche pas, donc c'est voilà, hein, faut tester. En général, faut pas trop en mettre. Si on n'en met pas du tout, si on en met un, c'est équivalent à YOLO-V1, donc ça marchera pas beaucoup. On va avoir peu de biais mais beaucoup de variance. Et à l'opposé, si on en met trop, on va avoir des phénomènes de sous-apprentissage parce qu'on aura mis beaucoup trop de biais. Et par contre, il n'y aura pas de variance en sortie. Donc voilà, il faut régler à la main. Juste pour être clair, par rapport aux boîtes, du coup, ça veut dire que tu peux très bien avoir deux priors qui sont différents mais qui sont utilisés pour une même classe, et inversement, tu peux avoir un même prior qui est utilisé pour plusieurs classes différentes, c'est ça? Exactement, c'est D'accord. carrément ça. Justement, quand on fait le clustering, en fait, on regarde pas les classes, on s'en fout. Très bien.
Donc voilà, hyper paramètres, compliqué à régler. Bon, bah voilà, hein, c'est comme toujours en machine learning. Quel est le désavantage, entre guillemets, à avoir beaucoup de priors du coup? C'est En un gros, peu intuitif. En avoir peu, en avoir trop peu, c'est que tu représentes pas tes données, du coup t'es baisé, d'accord. Mais en avoir pas, trop, entre guillemets, qu'est-ce que ça ferait de... Parce que au pire, il prend des priors qui sont les mêmes, tu vois ce que je veux dire? en fait, si t'en as trop, imaginons t'as un prior par objet de ton dataset training. Dans ce cas, lui, il va avoir, mais enfin surtout on va voir juste sur les slides d'après pourquoi c'est chiant en Ok, plus c'est d'avoir beaucoup de priors. perte Mais de généralisation. Ouais. ouais, voilà, déjà tu vois Tout à l'heure, direct. tu disais, Oui, tout à l'heure, tu disais que genre si t'avais qu'un seul prior, ça faisait un peu comme YOLO V1. ouais. Mais c'est pas justement plutôt si t'as plein de priors que ça fait comme YOLO V1, parce que du coup, en fait, avoir plein de priors, c'est comme bah, donner aucun a priori sur ta taille des bounding box, finalement. Si, au contraire, si t'as plein de priors, Si ton prix est élevé. si t'as plein de priors, c'est que t'as plein d'a priori, au contraire. T'as un a priori Ah par non. donnée sur lequel tu t'es entraîné, tu vois. Ouais, c'est ça, mais du coup, t'as plus d'a priori. Parce que Bah, c'est Bah non, entre parce que guillemets, c'est comme si t'en tu as pas mettais une toutes les infinité. données uniformément, Non, non, toutes les non, tailles non, parce uniformément. que ça serait vrai si tes données étaient infinies. En fait, ce que tu dis, c'est vrai si il y a toutes les tailles de boîtes possibles dans les données d'entraînement. Ce qui est pas vrai, en général. ouais, mais alors attention, enfin on va voir juste après, ça va peut-être être un peu plus clair. Mais en gros, l'idée Mm. par rapport à YOLO V1, c'est que YOLO V1, bah, il a pas de prior, donc lui il doit se démerder pour trouver les tailles des boîtes tout seul. Là, tu lui donnes un prior, donc si parmi tous les priors que tu lui files, il y en a un qui correspond bien à la boîte qu'il cherche, bah, il va prendre ce prior, il va pas le faire, il va pas mettre de perturbations dessus. Donc, en gros, le problème, c'est que le modèle, il va pas bien généraliser quand on met beaucoup de priors, parce qu'il va regarder sa banque de priors, il va dire bon bah ok, j'en prends un, et puis ouais, j'ai vu à l'entraînement, celui-ci marche bien pour ce genre de classe, ou des trucs comme ça, tu vois. Et à la fin, enfin, ça fait du sous-apprentissage en fait. Enfin, c'est le principe du biais et de la variance, hein. Mais du coup, pour être un peu plus clair, voilà ce qui se passe dans YOLO V2 concrètement. Pour chaque prior, on va faire ce que faisait YOLO V1 avec un prior du coup. Donc pour chaque prior, on va faire une convolution à part 1, donc notre danse qui se balade dans la profondeur, hein. Et du coup là, tu te rends compte que si tu as 50 000 priors, bah déjà tu vas devoir faire 50 000 convolutions. Et en plus, euh, comme pour chaque prior, tu fais des prédictions. Bah, tu peux prédire le visage de John Cagnol avec le prior des visages, mais aussi avec le prior des voitures, par exemple. Lui, il s'en fout, il va essayer tous les priors en fait. Du coup, si t'en as beaucoup, tu vas prédire énormément de boîtes, et parmi toutes ces boîtes, il va falloir en éliminer énormément, et ça fait que tu as un taux de rétention des boîtes qui est très faible, et pour l'entraînement, c'est pas terrible en général. Ça veut dire que ton réseau, il va avoir tendance à devenir, à ne plus avoir envie de prédire de boîtes pour être sûr de ne pas se planter, parce que globalement, quand tu prédis une boîte, il se plante. Euh, Bon, du coup, si vous voulez, on en reparlera à la fin. Ce sera. Non, mais ça c'est clair, là, ouais, avec ça. Ok, Je trouve. d'accord, ça marche. Ouais. Bon, du coup, donc cette fois-ci, c'est comme si on avait en fait bah, autant de YOLO V1 que de Prior, hein. Et donc, à la fin, on n'a plus un volume 3D, mais un volume en 4D, hein, vu qu'il y a B prior, donc B volume, sur lesquels on fait la régression. Comment on exploite ça, du coup, bah, c'est comme pour YOLO V1. Cette fois-ci, on va regarder pour chaque prior, on va avoir 64 boîtes, hein, comme tout à l'heure. Et bah, du coup, là, on en aura 128. Et parmi ces 128 boîtes, encore une fois, on va supprimer. Donc, plus on a de prior, plus il y a de boîtes à supprimer. Donc, ça, c'est un petit désavantage d'avoir trop de biais, mais trop de prior. Par contre, un avantage d'avoir des priors en RAB, c'est que plus on a de prior, plus on peut prédire de boîtes dans une même cellule. Donc, par cellule, on peut prédire B boîtes, donc B le nombre de priors, hein. Et donc, si vous avez des images qui sont très denses en objets, typiquement, ça peut être intéressant d'augmenter un peu le nombre de priors, quitte à avoir de moins bonnes performances overall, mais histoire de détecter de plus en plus de boîtes sur les mêmes cases. Après, je pense que sur des applications où il y a vraiment une grande densité d'objets, YOLO, c'est pas forcément le modèle le plus adapté pour ce genre de tâches. Voilà, donc ça c'est la partie architecture, comment ça se passe, hein. Euh, Et du coup, là, on voit bien que le nombre de priors rentre dans l'architecture, hein, vu que bah, c'est lui qui définit la taille de la sortie en quelque sorte. Ok. Alors, comment on exploite ce volume 4D là? On va voir comment ça se passe. Donc, je vais introduire un peu les notations parce que ça va être un peu plus lourd là, mais vous inquiétez pas, c'est pas très compliqué. Et on va d'abord voir la fonction d'activation qu'on applique sur cette sortie pour avoir des données exploitables, et ensuite le petit post-process qui permet d'éliminer les boîtes qu'on veut pas, donc pour garder juste les bonnes boîtes qui nous intéressent. Donc tout d'abord les notations. Donc
petite slide un peu obligatoire, mais pas jolie. Donc, ce machin-là, c'est notre volume de sortie pour un prior. Donc, il y en a B fois de ce volume-là. Et ses dimensions, donc c'est ce que je note WG, HG, c'est largeur-hauteur de la grille. Et 5 plus C, c'est la profondeur du volume. Donc, si on choisit 5 plus C, ça veut dire que notre nombre de filtres sur la dernière couche, ça va être 5 plus C. Alors, c'est quoi C? C, c'est le nombre de classes qu'on peut prédire. B, je rappelle, c'est le nombre de priors. Et W et H, ça va dépendre de votre réseau. Mais en gros, une fois que vous avez setup votre réseau de neurones, que vous connaissez la taille de votre entrée, vous pouvez en déduire la taille de votre volume de sortie. Et également, je vais introduire vite fait les indices. Donc K, ça va être l'indice associé au prior considéré. I et J, la position de la cellule considérée. Et C, petit c, ça va être l'indice de la classe. C'est clair ces notations là? Et évidemment, la question du plus 5. 5, on va le voir dans la slide d'après, tout de suite. Que voilà. Alors, donc ça, c'est ce vecteur-là. C'est si on prend un prior et une cellule IJ, donc on a 5 plus C valeurs, donc c'est ce vecteur-là. Donc 5 valeurs X, Y, W, H et grand L objet, et enfin ces valeurs qui vont servir à la classification. Donc c'est quoi ces valeurs-là? Donc X et Y offset, ça va être la position de la boîte relative à la cellule, donc dans la cellule, où est-ce que se situe le centre de la boîte prédite. W et H, ça va être la taille de cette boîte prédite relative à notre prior. Et enfin, la cinquième valeur qui n'est pas C, c'est L objet. Donc pour ceux qui connaissent pas les logits, c'est quoi? C'est une valeur qui est destinée à devenir une proba, mais qui n'a pas encore subi de fonction d'activation. Donc en gros, avant votre softmax, pré-softmax, c'est ce qu'on appelle un vecteur de logit, et après c'est des probas. Bon voilà, c'est juste des notations. Donc là on a encore des logits, on est avant l'activation. Donc ce L objet, c'est quoi? C'est la probabilité que la boîte prédite, enfin ça va être la probabilité que la boîte prédite contienne un objet. Et donc ça va valoir 1 s'il y a un objet, 0 si c'est peu probable qu'il y ait un objet. Et derrière, on a donc un vecteur de ces valeurs qui sont les probabilités conditionnelles liées aux classes. Donc c'est sous réserve qu'il y ait un objet, quelle est la probabilité que ce soit un objet de classe C? Donc probabilité conditionnelle. Donc ça, on a ça pour chaque cellule IJ, pour chaque prior. Donc ça va nous faire donc ça en gros c'est une boîte prédite, hein, comme je le disais tout à l'heure. Et donc là-dessus, on va appliquer une fonction d'activation pour trafiquer un peu ces valeurs pour qu'elles soient plus exploitables juste ensuite. Donc tout d'abord, c'est quoi l'offset? Si on prend une cellule, localement dans la cellule, si on fait un petit référentiel, l'angle supérieur gauche c'est 0, 0, l'angle inférieur droit c'est 1, 1. Les offsets vont être utilisés pour décrire où est-ce qu'il se situe, où est-ce que la boîte se situe précisément dans la cellule. Et donc, on voit très bien que ces offsets vont se balader entre 0 et 1. C'est pourquoi, naturellement, donc, je vais prendre mon pointeur, hop. Naturellement, on va utiliser donc des sigmoïdes. Donc là, je prends la sigmoïde de X offset. Pareil pour Y offset. Donc ça, c'est une valeur entre 0 et 1. Et I, c'est l'indice de ma cellule. Donc X, IJK, là, ça va être X plus l'offset, I plus l'offset dans la cellule. Et donc ça va me donner précisément la position du centre de la boîte sur la grille. Et là, je dis bien sur la grille et pas sur l'image, hein. On est dans le référentiel de cette grille de sortie, de ce volume de sortie. On fait de même pour Y. Donc cette fois-ci, on va ajouter J. Donc ça va nous donner donc, les coordonnées du centre. Et pour trouver W et H, donc la taille de notre boîte, donc cette fois-ci, on va partir de la taille du prior, donc par exemple largeur du prior K. Et ce machin-là, on va le multiplier par l'exponentielle donc de la valeur prédite. Pourquoi l'exponentielle? Ce qui est cool, c'est que l'exponentielle, ça vaut 1 quand l'offset est à 0, donc c'est exactement la valeur du prior que ça va retourner. Et sinon, ça permet de faire quand même pas mal varier en ayant des petites valeurs de WJ, donc en général, les valeurs W vont se balader dans l'intervalle moins 1, 1, et puis ça va pas trop exploser. Donc ça permet d'avoir quand même un bon contrôle sur les déformations des priors tout en ayant une fonction centrée à 1, etc. etc. De même pour la hauteur. Donc à partir de ça, on a les 4 valeurs qui vont définir et les coordonnées et les dimensions de notre boîte. Et du coup, maintenant, on va s'intéresser aux probas pour prédire ce qu'il y a dans la boîte. Donc première proba, qui s'appelle en anglais l'objectivité. Bon, je trouve ça un peu naze comme traduction, mais en gros, c'est cette proba qui dit si oui ou non il y a un objet. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un truc entre 0 et 1, donc on va juste faire
la sigmoïde du logit, et on aura cette probabilité directement. Et derrière, on a un vecteur de valeur qu'on veut transformer en probabilité. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme d'habitude, hein? On va appliquer un softmax sur tous les logits et ça va nous donner donc les probabilités conditionnelles. Et donc, pour obtenir la probabilité que la boîte prédite contienne l'objet de classe C, eh ben on fait la probabilité qu'elle contienne l'objet fois la probabilité conditionnelle que ce soit l'objet de classe C, tout simplement. Voilà. Et donc ça, après application de toutes ces fonctions d'activation, on se retrouve avec un nouveau volume qui fait exactement la même taille que le volume de la sortie du réseau pour préactivation. Et cette fois-ci, on va avoir donc x et y position de la boîte relative à la grille, wh taille de la boîte relative à la grille encore une fois, et puis donc les probabilités dont on vient de voir. Donc objectivité et proba conditionnelle. Voilà. À partir de ça, nous, ce qu'on a vu, c'est que y a un nombre pas fixé à l'avance de boîtes sur l'image. Donc là, on a plein de boîtes prédites, lesquelles on va garder. Donc là, c'est ce qui se passe dans ce post-process, et ça va nous retourner une liste de boîtes qui vont être dans le format de YOLO. Donc le format YOLO, c'est typiquement le format qu'on vient de voir, donc XYHW en relatif à la grille. Et ensuite, il y a une simple conversion à faire qui permet de passer dans ce que j'appelle le format standard. En gros, c'est le format dans lequel sont écrites les boîtes dans la grande majorité des datasets qu'on trouve. Donc c'est les positions des angles relatifs à l'image et plus à la grille, hein, cette fois-ci évidemment. Donc ça se fait très facilement. On va voir donc tout d'abord le post-process. Donc pour chacun de ces vecteurs, donc pour chacune des cellules IJ et prior K, la boîte qui est prédite, elle va être conservée si et seulement si la probabilité donc la probabilité qu'il y ait un objet fois le maximum des probabilités conditionnelles des classes est supérieure à un certain seuil alpha. Donc ce seuil alpha, c'est un petit hyperparamètre, même si c'en est pas vraiment un, parce qu'en gros, c'est le seuil qui va définir votre sensibilité du modèle. Et donc ça dépend évidemment des applications que vous voulez faire, hein. Si vous voulez des modèles très sensibles, vous allez prendre un alpha très faible. Et si au contraire vous voulez un modèle très strict, vous allez prendre des alphas qui sont plutôt vers 1. Donc voilà, ça dépend vraiment des applications à ce niveau-là. Et la classe prédite pour la boîte en question, c'est tout simplement l'argmax des probas conditionnels, hein. Pas besoin de faire le produit, ça sert à rien. Mais voilà, c'est comme une classification classique, il n'y a rien de nouveau à ce niveau-là. Alors, conversion entre les formats, donc petite slide obligatoire, mais bon voilà, hein, c'est juste comment on passe de XYWH à X0, Y0, X1, Y1. Bon bah, il y a tout ces systèmes à écrire, hein, mais c'est très simple. Alors, notez le facteur S, donc pour un modèle qui comporte M couches de max pooling, on a un facteur de réduction S égale 2 puissance M. Alors, je vais peut-être vous faire un dessin parce que ça, c'est pas facile à comprendre sinon. Merde. Et voilà que je spoil. Alors, je vais effacer tout ça. Plutôt qu'effacer, tu dois peut-être étendre à droite, comme ça tu gardes toute l'image pour. Ouais, mais mon OBS il est pas setup pour ça. Mais t'as pas besoin de. Juste sur Paint, tu vois, t'aurais pu juste étendre la taille du truc à droite de ton image. À droite? Oui, non, mais mon OBS il capture que cette partie de l'écran en fait. Enfin, Mais ça change rien. ça aurait été hors du truc. Bah si, tu peux scroller sur Paint. Ah, ok, je savais pas. Bon, c'est pas grave, bon, t'inquiète, de toute façon, on va pas en avoir besoin de cette image. Bon, admettons. Merde, mince. Voilà, outil carré, ça va être mieux. Voilà, on a une image, taille 256 pixels. Et dessus, on applique une convolution. On va assumer, on va partir du principe que les convolutions elles sont en padding same, donc qui modifient pas la taille du volume, hormis la profondeur évidemment, hein, après l'opération. Et donc il y a que les poolings qui vont avoir un effet sur les dimensions de l'image. Donc par exemple là, on applique convolution max pooling, donc on va diviser par 2. Donc on va avoir un nouveau carré taille 128. Voilà. Et donc nous tout à l'heure dans l'exemple on avait un truc de taille 8 en sortie, donc admettons après tous ces max pooling là, on a ça, donc une grille de taille 8 par 8, ok. Donc là tac, 3 petits points. Donc là si on regarde ce machin de plus proche, hop. En gros là ce qui est cool, donc c'est ce qu'on a vu, c'est qu'on a l'information spatiale qui va correspondre avec l'entrée. Donc là si je représente une grille 8 par 8 sur l'image de base, en gros, là on va avoir
la boîte détectée ici va correspondre à, en gros, une boîte qui serait là. Voilà. Du coup, là, vous voyez, on fait donc le facteur entre 256 et 8, c'est 32, donc c'est comme si on avait eu donc 2 puissance 5, donc 5 max pooling. Et ça veut dire que la taille physique là, des cellules sur l'image, ici en fait c'est 32. Et donc pour passer d'une boîte qui est dans le format de la grille, donc entre 0 et 8, à une boîte dans le format de l'image, qui est entre 0 et 256, ben, il va falloir multiplier par ce 32, donc ce 2 puissance 5. Donc voilà. Hop. Juste ça, c'est évidemment si tu prends des max pooling qui sont taille de 2. Hein, évidemment. Évidemment, oui, bien sûr. En gros, le plus simple, si vous savez pas, c'est vous mettez votre image, vous mettez votre réseau et vous regardez quelle est la taille de la sortie. Et vous avez votre facteur. Mais c'est pas, ouais, justement, c'est pas juste le ratio entre la taille, la hauteur initiale par rapport à la hauteur de ta fissure map, tout simplement, ce genre de truc. Si, c'est exactement ça, oui. Mais Bah, voilà. en fait, ce qui est embêtant, c'est que ouais, il y a pas forcément de diviseurs entiers qui vont te permettre d'atteindre la taille de ta feature map par rapport à la taille. Enfin bref, c'est un bordel et du coup autant. Enfin moi, ce que je recommande, c'est de partir sur des trucs entiers comme ça, c'est plus simple. C'est parce que t'as pas de padding sim que t'as pas des trucs entiers? Parce que en théorie, si tu divises toujours par 2, à la fin, c'est juste une puissance de 2, Oui, le oui, facteur. oui, c'est sûr. Mais si t'as pas Ok. non, même pas. Je te prends une image de taille 30 par 30, je te fous un padding, je te fous Ah oui, 4 max c'est pas une pooling. puissance de 2 à la base. Ouais, ça va. Tu vas Hmm. toujours avoir Ouais, c'est clair. des tailles entières, mais pas un diviseur entier. Ouais. Et Mais du dans coup, ce cas-là, le, tu peux S, le modifier la S, taille de resize l'image, non? Parce que Euh, les building blocks, ça change rien si tu resize. s- s- Enfin, s- au contraire, même c'est toujours bien, non? Si tu as ton modèle et puis que tu resize de façon que c'est toujours le même format input, toujours non, bien. c'est pas toujours bien parce que tu as des problèmes de scaling dessus. Genre, si tes objets sont plus petits à cause de de ton rescale, Ouais. ça va être moins bon. Ça, on le verra tout à la fin, un tricks magique que- Yes. qui permet de pallier à ça. Mais en gros, enfin, faut juste se dire que ce facteur-là, c'est une propriété intrinsèque des couches qu'on a choisies de son réseau et qui est pas dépendante de l'entrée, de la taille de l'entrée. C'est clair, ouais, bien sûr. c'est clair ça, ouais, voilà. Donc, quand on choisit son réseau, on peut calculer ce S, et voilà, souvent c'est 2 puissance m, et voilà. Et du coup, donc, la taille de la grille, ça va être donc la taille de l'image divisée par S, et pour faire des passages entre le format YOLO et le format standard, il va falloir multiplier ou diviser par S. Voilà, tout simplement. Donc une fois qu'on a fait ça, en fait on a fini, hein, on a exploité la sortie du réseau, on a déduit les boîtes, on a gardé certaines boîtes, et on est dans le format standard, donc on peut comparer avec nos données de notre truc de validation par exemple. Euh, et puis voilà. Alors, dernier post-process, ce qu'on appelle la NMS, donc Non-Maximum Suppression, c'est que on peut avoir des cas, même très souvent en fait, où plusieurs boîtes peuvent être prédites pour un même objet. Donc ça arrive si votre objet il prend par exemple plein de cellules, ou si vous avez beaucoup de priors, vous allez prédire indirectement beaucoup de boîtes pour un même objet. Voilà. Donc ce qu'on fait, c'est que on regarde toutes ces boîtes qui sont superposées à un endroit, on va calculer l'IOU entre chaque boîte, et si l'IOU est supérieur à un certain seuil, un nouveau seuil hein, qu'on va appeler bêta, ça veut dire que ces boîtes sont a priori pour le même objet, et donc parmi ces boîtes-là, on va garder juste celle qui a la plus grande probabilité. On verra pourquoi ça marche de garder celle qui a la plus grande probabilité, pourquoi ce sera la meilleure boîte. Ça, c'est la magie YOLO. Euh, donc voilà, ça c'est le dernier post-process. Et du coup, ça permet d'éliminer les boîtes redondantes parce qu'en fait, les boîtes en trop, on peut les considérer comme des faux positifs. Hein. Comme s'il y avait trois têtes de John Cagnol sur cette image, c'est pas le cas. Donc voilà, dernier post-process. Ok, on arrive du coup à l'entraînement, donc la loss, comment ça marche, c'est un peu le truc central de YOLO, mais surtout, enfin, et d'abord on va voir comment on pré-process des données dans un training set pour pouvoir les utiliser sur le parce que c'est bien beau hein, d'avoir un volume 4D en sortie, mais encore faut pouvoir le construire pour pouvoir faire notre loss là-dessus. Hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est le process inverse hein, de tout à l'heure. Donc, on va partir de nos boîtes dans le format standard. On va passer au format YOLO en divisant par S, en changeant les coordonnées, machin. Et on va appliquer un petit pré-process pour construire donc ce que j'appelle le format tensoriel et pour pouvoir ensuite faire la régression. Alors, pour chaque boîte qu'on a dans notre train set, on va construire un vecteur
Donc là, toutes les notations, enfin toutes les valeurs notées avec un chapeau, c'est des valeurs de référence, donc la Grundtruth. Donc tout ça, c'est les valeurs qu'on attend en sortie de notre réseau. Et du coup, donc pour chaque boîte, on va construire le vecteur qu'on voudrait. Donc c'est x, y, wh dans le format YOLO. Ce 1, c'est la probabilité que la boîte contienne un objet. Alors évidemment, vu que c'est une boîte où on est sûr qu'il y en a une, ça va être une probabilité égale à 1. Et derrière, on met nos probas conditionnels sous la forme d'un one hot pour la classe de l'objet en question. Donc ça, on fait ça pour toutes les boîtes. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va initialiser un tenseur le tenseur de sortie attendu, le tenseur de Grundtruth. Donc même dimension que tout à l'heure, avec des zéros partout. Et pour chaque boîte, donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est trouver le meilleur prior qui va correspondre à cette boîte. Donc ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on prend la distance qu'on a vue tout à l'heure pour le clustering, et bien on va utiliser cette même distance entre la boîte qu'on cherche à positionner là et chacun des priors. Donc on fait ça sur chacun des priors, on prend la plus petite distance, meilleure boîte, et une fois qu'on a trouvé donc ce prior là, on place dans la cellule IJ de notre volume de sortie, au prior K, le vecteur qu'on avait calculé juste avant. Et du coup là on se retrouve donc avec un gros volume où il y a plein de zéros partout, sauf aux endroits où il y a des boîtes. Et bon, au bon prior aussi. Donc ça c'est le petit pré-process à faire. C'est relativement simple à faire. Et une fois qu'on a ça, on peut commencer à attaquer la régression sur ce volume de sortie. Alors ça c'est la fonction de coût de YOLO. Donc elle est sacrément moche. Elle fait un peu peur, mais faut pas flipper tout de suite. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut la découper en petits morceaux. Et chacun des morceaux fait sens à sa manière. Donc on va y aller pas par pas. Donc tout d'abord, va y avoir une fonction de coût qui va concerner la taille et la position des boîtes. Donc juste pour une notation, ce que j'appelle E ici, c'est les erreurs donc qui vont être pénalisées lors de la régression. Donc EXY, EXY donc ça fait beaucoup d'indices, mais EXY c'est l'erreur de la position et IJK c'est pour la cellule IJ et le prior K. Donc on va d'abord s'attarder sur ce qu'il y a à droite de l'équation. Donc tout simplement, on reconnaît là, directement les erreurs au carré entre ce qui est prédit et la Grundtruth au niveau de la position des boîtes. Donc ça, jusque-là, tout ce qui est plus simple. Et par contre, il y a un petit facteur devant là, ce machin-là. Donc le 1 avec un chapeau, ça va être l'indicatrice IJK. Donc qu'est-ce que c'est ce machin ? Ça vaut 1 quand il y a une boîte réelle dans la cellule IJ pour le prior K. Donc je vous rappelle, c'est le 1 qu'on a placé dans notre vecteur de notre tenseur Grundtruth. Donc ce machin-là va valoir 1 s'il y a effectivement une boîte et 0 s'il n'y en a pas. Donc ce qui se passe, c'est que s'il y a une boîte, alors on va appliquer la pénalisation sur les différences au carré. Par contre, s'il n'y a pas de boîte, on ne peut pas pénaliser notre modèle pour avoir prédit une position de boîte parce que on peut pas lui dire non, il fallait pas prédire de boîte. Donc là, à la place, ce machin-là va valoir 0, et du coup, il ne va pas y avoir de pénalisation. Donc, les gradients qui vont mettre à jour les erreurs sur les positions vont se faire que sur les endroits où il y a des boîtes. De même, on a la même idée pour la pénalisation sur les écarts au carré entre les racines carrées, cette fois-ci, des dimensions. Donc, pourquoi les racines carrées Alors là, c'est un truc qui fait que ça marche mieux, mais l'idée, en gros, c'est que les erreurs comme on a vu, les W là, c'est des petites perturbations sur les boîtes. Et en fait, les erreurs sur les petites boîtes, donc des petites erreurs sur des petites boîtes, sont bien plus gênantes que des petites erreurs sur des grandes boîtes. Et du coup, ce qu'on cherche à faire avec ce racine carrée, c'est à pénaliser un peu plus les erreurs sur les petites boîtes que sur les grosses boîtes. Vu que vous savez que la racine carrée est supérieure à y égale x sur l'intervalle 0,1 et inférieure à y égale x sur l'intervalle 1 plus infini. Et du coup, voilà, cette racine carrée sert juste à avoir des prédictions qui sont de meilleure qualité sur les petites boîtes. Et comme tout à l'heure, on va retrouver cette indicatrice donc, qui va pénaliser que lorsqu'il y a effectivement une boîte dans cette cellule. Et pour ce prior-là. Ensuite, oui. Juste avant, est-ce que je peux te poser une petite question ? Vas-y. Pour le terme du coup sur W et H. Ouais. Vu que tu calcules ton terme de loss sur un prior, que tu fais ça notamment pour chaque prior, ouais. Et du coup pour chaque prior, tu connais la taille de la boîte, tu peux faire une renormalisation. En théorie, je te pose la question. Est-ce qu'on pourrait pas faire une renormalisation qui a plus de sens en prenant directement la taille de la boîte du prior associé, plutôt que de faire une racine carrée, tu vois ce que je veux dire ?
Ok, ouais, je vois ce que tu dis. J'ai pas pensé, je t'avoue. Mais je sais pas si ça introduirait pas justement du biais dans la loss et ce serait un peu bizarre là, tu vois. Parce que là, Mm. vu qu'on utilise des valeurs qui sont post-activation, en fait, les prions, on les considère même plus ici. Tu vois, c'est juste les dimensions des boîtes qui ont été prédites. Ouais, Et du coup, ouais, ouais, je sais pas à voir. Je t'avoue que j'ai jamais pensé, mais je sais pas. ouais, désolé. Alors, du coup, pour les probas, donc l'objectivité, comme je vous ai dit, hein, proba élevé, ça veut dire qu'il y a un objet, proba faible, ça veut dire qu'il n'y a probablement pas d'objet. Donc, ce qu'on va faire, et c'est là que c'est intéressant, cette pénalisation des YOLO, c'est que, donc, je rappelle, hein, indicatrice, si un objet ça vaut 1. Donc, si un objet, effectivement, on va pas faire l'écart au carré entre la probabilité prédite et 1, on va faire l'écart au carré entre la probabilité prédite et l'IOU entre la boîte prédite et la boîte réelle. Pourquoi on fait ça? En fait, en faisant ça, on va faire en sorte que la probabilité prédite par notre réseau va tendre vers la qualité des boîtes, entre guillemets, vu que l'IOU qualifie en quelque sorte la qualité des boîtes. Et donc, ça voudra dire que des boîtes qui auront effectivement un objet à l'intérieur mais qui seront de mauvaise qualité, elles auront des probabilités qui seront plus faibles. Et ça, c'est intéressant parce que on peut supposer que pour une même cellule, on va prédire plein de boîtes, machin, comme on a vu tout à l'heure pour la NMS. Du coup, ça voudra dire que la boîte qui a la plus haute probabilité va être celle qui aura sûrement le meilleur IOU qu'on aurait estimé avec la boîte réelle. Et donc, ce sera naturellement en fait la meilleure boîte directement. Donc, cette, cette manière d'entraîner, en fait, sert à hiérarchiser en quelque sorte les boîtes en fonction de leur probabilité. Du coup, ça veut dire qu'elles ont une meilleure qualité, tout simplement. Bah, en fait, c'est ce qui te permet de préparer le terrain pour la NMS derrière, j'imagine, en fait. Enfin, Euh, directement. En fait, ouais, on peut entraîner avec 1 en mettant 1 à la place de l'IEU. Je l'ai déjà fait, ça marche. Le truc, c'est que votre probabilité, elle a pas de sens. Enfin, elle a pas beaucoup de sens du coup à la fin. Et pour la NMS, comme le fait remarquer Mathis, ça marche pas très bien parce que le fait de comment dire, de trier les boîtes par probabilité, en fait, ça a pas beaucoup d'intérêt. Si parce qu'en gros toutes les boîtes qui sont prédites dans la même case, elles auront des probas qui sont toutes à 1 et du coup ça va nous donner aucune info sur la qualité des boîtes et donc pour la NMS ça va pas être un facteur de tri qui va être très efficace. Alors que là le fait que P tende vers l'IOU, ça nous donne direct un indice sur la qualité de la boîte et ça peut être pratique pour l'exploiter derrière. Ok, et du coup à l'inverse, donc là, E avec une barre, hein, c'est pour l'inverse, quand il n'y a pas d'objet. Donc cette fois-ci, on va faire 1 moins l'indicatrice. Et du coup, s'il n'y a pas d'objet, on veut que la proba tende vers 0, normal. Et donc, on fait l'écart entre P et 0, donc tout simplement P directement au carré. Donc voilà. Donc, si un objet, P tend vers l'IOU. S'il n'y a pas d'objet, on veut que P tende vers 0, tout simplement. Et enfin, dernière fonction de coût, la classif. Donc là, j'ai pris pour l'exemple une pénalisation sur l'écart au carré entre les probas. Mais en fait, rien ne nous empêche de prendre n'importe quelle fonction de coût pour une classification quelconque, donc on peut s'amuser à le faire avec cross-entropie, hein. Et toujours on multiplie par s'il y a une classe ou pas, hein, parce que s'il n'y a pas de classe, on peut pas. Enfin, ce qui est embêtant en fait, c'est que ce terme-là, on peut le calculer, qu'il y ait une boîte ou pas, on peut le calculer et ensuite on le multipliera par 1 ou 0 et ça l'annulera. Par contre, la cross-entropie, vous pouvez pas faire une cross-entropie avec un vecteur de 0, ça marchera pas. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus embêtant à implémenter, mais ça se fait, hein. Et voilà, donc on multiplie par ce terme, et donc voilà, on a notre erreur de classification. Et à terme, ce qu'on obtient, donc on somme toutes ces erreurs pour tous les indices I, J et K, on les pondère par certains coefficients lambda, et ça on retombe sur la loss qu'on avait tout à l'heure. Donc voilà, c'est exactement celle-là. Et ces lambda-là servent à pondérer en quelque sorte les effets de chacune des losses. Et du coup, pour ceux que ça intéresse, on verra à la fin de comment faut choisir ces pondérations parce que c'est pas forcément évident. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire en pratique sur ce qu'on prend, c'est en général lambda 1 qui est relativement grand par rapport aux autres. Donc par exemple, lambda 1 égale 5 et les autres égale à tout ça 1 par exemple. Voilà, c'est assez classique. Et voilà, donc on a notre loss, on a un algo qui convertit un set de boîtes en tenseur de sortie, donc plus rien ne nous empêche de faire une régression là-dessus. Donc voilà, très simplement.
voilà, du coup, dernière partie, hein, l'évaluation des performances. On va voir, c'est une métrique qui est assez hardcore, hein, pour ce genre de modèle. Euh, Elle est pas si compliquée à comprendre, par contre, elle est super chiante à implémenter, donc voilà, hein. Et on va voir comment on peut exploiter ce truc-là pour optimiser les hyperparamètres, hein, mais bon, c'est rien de très sorcier. Alors, déjà, en- qu'est-ce qu'on fait avec les boîtes? Donc, en bleu, là, je rappelle sur ces images, c'est les boîtes de grande trousse, donc les boîtes de référence, et en rouge, c'est les boîtes prédites. Donc, pour chaque, là, on va se faire dans un cas classe par classe. Donc, là, on se dit, on se met que dans le cas des têtes, par exemple. Donc, pour toutes les têtes, on va regarder les prédictions qu'on a fait et on va classifier ces prédictions, donc les mettre dans des catégories. Donc, le premier cas à gauche, c'est on a une boîte qui est de bonne qualité, qui est bien centrée, avec des bonnes dimensions, qui correspond avec la classe en plus. Donc là, c'est un vrai positif. Voilà, ça c'est ce qu'on va chercher à avoir le plus possible, hein. Ici, on a un cas l'inverse, hein, on n'a pas détecté de boîte pour John Canyon, donc malheureusement, on va avoir un faux négatif. Et dernier cas, on a détecté une boîte là, ici autour de la cravate. Malheureusement, il n'y avait rien à détecter, donc ça c'est un faux positif. Et même pour être plus précis dans cette image, du coup, il y a aussi un faux négatif, hein, au niveau de la tête de John. Alors, vous vous dites peut-être, il manque les vrais négatifs. Et ouais. Euh, Qu'est-ce que c'est un vrai négatif en détection d'objets? C'est tout simplement un endroit où il n'y a pas de boîte et où vous n'avez pas détecté de boîte. Alors, c'est facile, hein, un modèle qui détecte zéro boîte, il a une infinité de vrais négatifs, parce qu'il y a une infinité de boîtes détectables, hein, sur une image. Donc il a une infinité de vrais négatifs, et même quand vous détectez une boîte, hein, il y en a toujours une infinité. Donc utiliser ça comme métrique, ça ferait juste en sorte que wow, votre modèle est super fort, il arrive à ne pas détecter de boîte là où il n'y a rien à détecter, bien joué à lui, mais ça nous apporte pas grand chose sur ses performances, hein, ça donne pas beaucoup d'infos. On a quand même des métriques qui exploitent seulement vrai positif ou négatif faux positif, ce sont précision et rappel, hein. Donc voilà, je vous rappelle vite fait les formules, hein, même si je doute que vous connaissez plus ou moins. Donc précision, c'était vrai positif sur vrai positif plus faux positif. Et rappel, c'est vrai positif sur vrai positif plus faux négatif. Et quantitativement, précision, c'est l'exactitude des prédictions. Donc ça veut dire que quand votre modèle va faire une prédiction, c'est quasiment, s'il a une bonne précision et qu'il fait une prédiction, c'est quasiment sûr que cette prédiction, elle va correspondre à une boîte de Grund-Truss. Par contre, il va peut-être avoir tendance à produire moins, à moins se mouiller, entre guillemets, pour éviter de faire des mauvaises prédictions, donc pour éviter les faux positifs. À l'inverse, le rappel, c'est une mesure de l'exhaustivité des prédictions. Donc là, un recall élevé, ça voudra dire que votre modèle, il va, à chaque fois qu'il y a une boîte à détecter, il va la détecter. Par contre, peut-être il va en détecter en rab, histoire d'être sûr de tout détecter. Donc voilà, c'est deux métriques qui Le, sont. le, Ouais. le rappel, c'est aussi la sensibilité. Ce qui a peut-être plus de sens en français que rappel, j'imagine. Oui, c'est ça. Mais C'est la sensibilité du test, quoi. exactement. Du coup, on utilise ces deux métriques-là pour faire toute l'évaluation du modèle. Donc, qu'est-ce qu'on fait en pratique? On trace cette magnifique courbe, donc c'est une courbe de précision en rappel. Donc, comment on les obtient, ces courbes? En gros, on calcule notre précision de rappel pour différentes valeurs du seuil de détection alpha qu'on avait vu tout à l'heure. Donc, je rappelle, hein, si la probabilité qui est la classe qui est un objet fois la probabilité conditionnelle qui est une classe était supérieure à un seuil alpha, alors on gardait la boîte. Donc, si alpha valait 1, on a 0 boîte prédite en gros. Si alpha vaut 0, on a autant de boîtes qu'il y a de priors et de cellules prédites, quoi. Donc, en gros, l'idée, c'est que vous faites varier alpha entre 0 et 1. Et pour chaque valeur de alpha, vous allez calculer la précision et le rappel. Et donc, vous allez avoir ce genre de courbes. Alors, elles sont très particulières, ces courbes de précision rappel, en tout cas dans le domaine de la détection, parce qu'elles auront toujours cette forme en dents de scie. Du coup, je peux essayer de vous faire comprendre pourquoi, vite fait. Donc, l'idée pour tracer ce genre de courbe, c'est vous partez à alpha égale 1, donc vous avez une précision à 1 et rappel à 0. Et l'idée, c'est vous allez décrémenter alpha de sorte à ce que à chaque fois que vous faites décrémenter alpha, vous ajoutez dans votre seuil de détection une nouvelle boîte que vous aviez prédite. Donc, vous ajoutez une nouvelle boîte. Cette boîte, c'est soit un faux positif, soit un vrai positif. C'est un des deux. Si c'est un faux positif, c'est le cas qu'on observe ici. Si c'est un faux positif, alors vous allez observer une chute de la précision, parce que je vous rappelle, hein, la précision, c'est divisé par le nombre de faux positifs. Par contre, votre rappel, qui ne dépend pas des faux positifs, ne va pas bouger. Donc c'est pour ça qu'on a une chute verticale.
Par contre, si cette nouvelle boîte est un vrai positif, alors dans ce cas-là, vous allez à la fois augmenter les vrais positifs pour la précision, donc la précision va augmenter, et vous allez également diminuer les faux négatifs, et en plus augmenter les vrais positifs. Donc là, vous allez avoir deux facteurs qui vont faire augmenter votre rappel. Donc votre précision et votre rappel vont augmenter si vous tombez sur un vrai positif. Donc ce qui se passe, c'est que soit votre courbe elle va chuter, c'est-à-dire elle va chuter en précision sans que le rappel bouge, soit elle va augmenter en précision et en rappel à la fois. Donc c'est pour ça qu'on va forcément observer des patterns en denti. Donc quand ça chute, c'est que la pression qui chute, et quand ça augmente, les deux augmentent naturellement ensemble. Donc voilà pourquoi on a cette forme-là. Et donc ce genre de courbe, ça peut vous rappeler peut-être les courbes rock, tout ça. Donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on va mesurer l'air qu'il y a dessous. Sauf que là, ce qu'on peut comprendre de ces dentiers, en fait, c'est qu'il y a des alphas qui sont objectivement moins bien que d'autres. Par exemple, si je prends un alpha qui me positionne ici, ben, je peux me dire, je peux réduire un peu la valeur de alpha, histoire de me retrouver là, parce que j'aurai une meilleure précision et un meilleur recall. Donc autant prendre ce alpha. En fait, les alphas, les meilleurs alphas, ils se trouvent sur les pointes des dentiers. Et du coup, ça n'a pas d'intérêt de considérer toutes les valeurs intermédiaires. Donc ce qu'on fait, en pratique, c'est qu'on trace une sorte d'enveloppe de la courbe, comme ceci, qui passe juste par les sommets des maximums. Et du coup, on va plutôt exploiter cette courbe parce qu'elle a plus de sens, parce qu'en soi, c'est pas intéressant de prendre les alphas intermédiaires ici. Ce serait idiot de les prendre en fait. Voilà. Et donc, ce qu'on appelle l'average precision, donc AP, c'est l'air sous cette courbe. Que voici. Oui, j'ai entendu un clic. Ouais, en fait, ce que tu fais là, quand tu prends ton enveloppe, c'est que tu calcules la frontière de Pareto de ton paramètre. Exactement. Oui, voilà. Donc, s'il y en a qui veulent se renseigner. C'est l'endroit où alpha, c'est les optimums de alpha en fait. C'est ça. Ouais. C'est considérant le choix de deux métriques. En gros, quand tu fais ton trade-off, c'est que toutes les métriques qui ont un intérêt dans le sens où c'est un choix, parce que tu as un choix entre ta précision et ton rappel. Imaginons que tu veux faire ce que disait Théo, c'est justement que ça dépend de à quel point imagine que tu as une application où tu veux absolument détecter tout ce qui est détectable comme objet. Ton objet, tu veux absolument le détecter dès qu'il est là. Bah, du coup, il vaut mieux avoir beaucoup de sensibilité, mais du coup, quitte à perdre un peu en précision. Et etc. Et du coup, vu que c'est un trade-off, tu peux pas vraiment décider, sauf quand tu es sur la frontière de Pareto, où là, en fait, il y a que sur la frontière de Pareto que c'est un trade-off où tu peux pas vraiment décider, que ça dépend de l'application. Par contre, si t'es en dessous de la frontière de Pareto, donc ça veut juste dire que si tu choisis là, c'est que t'es con parce que t'as un truc mieux qui a un meilleur trade-off pour les deux métriques en même temps, ou au moins l'une des deux métriques. C'est ça, exactement. Donc là, l'idée, en fait, c'est que quand vous avez fait ce calcul, vous connaissez déjà des valeurs de alpha qui sont intéressantes. Vous savez que si vous prenez un alpha ici, vous êtes un peu con, parce que vous pourriez le prendre là, quoi. Voilà, tout simplement. Alors ça, c'était par classe. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est faire ça sur chaque classe de notre modèle. Et c'est ce qu'on appelle la map, Mean Average Precision. Alors ça, je vous mets au défi de le traduire en français sans que ça ait l'air un peu con. La précision moyenne, hein. Mais ce machin-là, vous prenez tout simplement l'average des AP, et puis vous faites ça pour chaque classe, et vous allez avoir une valeur entre 0 et 1. Et donc ce machin-là, ça qualifie la qualité de votre modèle. Donc si c'est proche de 1, ça veut dire que votre modèle est égal à 1, c'est un modèle parfait, genre il a toujours une bonne précision, il a toujours un bon recall, peu importe votre alpha. Si vous avez un truc proche de 0, vous êtes complètement naze. Et vous voyez que là-dedans, ça vous donne pas ça vous permet pas d'optimiser une valeur de alpha. C'est vraiment à vous de le choisir. Donc là, ce qui est compliqué par rapport à ce que disait Mathis tout à l'heure, il faut choisir les alphas sur les pics. C'est que si vous faites ça pour toutes les classes, vous allez voir que les alphas ils se mettent pas tous d'accord. Les pics sont pas tous au même endroit malheureusement. Donc c'est un peu plus compliqué que juste faire un optimum de Pareto. Mais voilà, ça se fait. Sauf si t'as deux classes. Sauf si tu as deux classes. Mais si bon, deux classes, c'est triste. Ouais. De toute façon, dans le cas où tu as plusieurs classes, tu peux quand même tu peux quand même faire tes frontières de Pareto, définir tes alphas pour chaque classe, espérer que pour tes prédictions futures, les alphas resteront entre guillemets les bons alphas. C'est ça. Donc ça, après, évidemment, ça c'est toujours le problème. Mais le problème, c'est que tu fais pas un alpha par classe en fait. Tu as un alpha pour tout. C'est pas un alpha par classe que tu as, c'est un alpha pour tout. Ah d'accord, ok. Ouais, c'était une question que je voulais te poser justement, parce que je sais plus à quel moment tu utilises ton alpha, si tu as déjà un truc sur tes classes ou pas. Non, mais par contre, même si tu as un alpha pour tout, tu as quand même une frontière. T'as quand même une frontière de Pareto par classe.
T'as une frontière par classe. Oui, non, mais en gros, l'idée, Ouais, c'était que tu pouvais avoir un alpha par classe, et du coup, ouais. en fonction de la classe, bah, t'as des alphas qui sont optimaux. En fait, le Mais truc, au c'est moment que... où... le- Attends, parce que du coup, rappelle-nous, le alpha, tu l'utilises pour Ouais, quoi exactement? Pour dire, tiens, là, ma cellule est là. Pour dire qu'il y a un objet, ouais. ouais, Ouais, c'est mais ça. Mais du alors, coup, la formule, tu as déjà c'était... accès à tes argmax, donc tu peux regarder l'argmax sur les classes, là, et regarder par rapport à cette classe-là, tu prends le alpha qui correspond, non? Ouais, mais C'est vrai. tu faisais un produit par la probabilité qu'il y ait un objet avant. C'est ça qui est embêtant. Ah, ok. Parce Ouais, ok. que, parce que du coup, si ta boîte pue de base, bah, ça va se Ouais. percuter sur ton alpha. Et si tu choisis un alpha qui varie en fonction juste de la classe et qui prend pas en compte la probabilité de l'objet, Mais pourquoi tu prends pas le produit des deux? Le produit classe fois. oui, en gros, si tu considères pas le produit classe fois, enfin, objectivité fois classe, ça va pas marcher. En gros, tu vas avoir des seuils de sensibilité qui vont être différents pour chacune de tes classes, mais comme je le rappelle, hein, la probabilité de l'objectivité, c'est aussi une mesure de la qualité des boîtes. Donc c'est super intéressant de l'avoir dans ce seuil inclus. Parce que bah, sinon, tu vas peut-être avoir des classes qui vont mieux marcher avec des seuils différents, mais qui vont avoir des boîtes qui vont être super merdiques en termes de prédiction, quoi. C'est un peu ça le problème. Mais en vrai, je pense que ça mérite un peu d'expérimentation et que c'est intéressant ce que tu dis, Valentin. Je suis pas sûr qu'on puisse trancher facilement Non, mais comme ça. moi, perso, j'ai testé et ça marchait pas sur un set aussi simple que des feux de signalisation tricolores. Donc, Ok. enfin, en gros, il avait en quelque sorte overfit parce que bah, les feux tricolores, quand t'es à l'arrêt, c'est souvent des feux rouges. Donc, la plupart de la vidéo, c'était des feux rouges. Et du coup, enfin, mon seuil sur les feux rouges était super élevé, alors que sur les autres feux, il était super bas. Et du coup, il prédisait des feux n'importe où à la fin pour tous les feux verts. Et Bah justement, je voudrais rebondir un petit peu là-dessus, c'est ouais, que par rapport à ce que tu dis là sur la métrique où tu prends juste la moyenne arithmétique des airs en dessous de la ah courbe oui, là. faut pondérer par le nombre de samples par Ouais, classe. voilà. Ouais. Oui, Tout pondéré par le nombre de samples, ça serait plus et dire exact, oui. faire une moyenne harmonique ou faire une connerie qui fait que si tu as des classes déséquilibrées, C'est ça. ou comme par exemple ton cas, ouais, tu sois pas emmerdé. Alors juste, ouais, la map dans la littérature, elle est vraiment écrite comme ça, mais c'est parce que les sets utilisés ils sont toujours équilibrés les sets Voilà. de test en. Comme dans la vraie vie, quoi. Ouais, comme Lol. dans la vraie vie exactement. Ouais, bon, après, tu peux te démerder pour essayer d'équilibrer tes trucs un peu artificiellement, mais c'est sûr que c'est quand même bien aussi de pouvoir considérer des métriques qui soient pas juste des moyennes arithmétiques. Ouais, C'était ouais. ironique, hein, bien sûr. Non, parce que T'inquiète. pour revenir sur mes feux de signalisation, tu pouvais avoir des très bonnes maps en prédisant des feux verts partout, parce qu'il n'y avait pas de feux verts, Oui, quoi. Oui, voilà, ça dépend. c'est clair que c'était pas terrible comme métrique comme ça de base. Alors, du coup, pour revenir à la métrique là, donc c'est cool, on a une métrique, et donc pour optimiser les hyperparamètres, bah, il suffit de maximiser cette map, hein, tout simplement. Donc, un des paramètres qui est facile à optimiser, c'est le bêta de la NMS qu'on a vu tout à l'heure. Bah, on teste plein de valeurs de bêta, un bêta qui varie entre 0 et 1, et puis on regarde comment la map évolue, en sachant qu'il n'y a pas vraiment. Enfin, il y a une corrélation entre bêta et le recall, mais il n'y a pas de manière facile, enfin triviale, à part en testant plein de valeurs comme un débile, pour trouver une valeur optimale. Voilà. Et je pense que c'est pas une bonne idée, mais ça peut être aussi un moyen d'optimiser ses priors, son nombre de priors, même si, bah, comme je l'ai dit, hein, c'est l'architecture du modèle qui change, donc il faut retrain son modèle à chaque fois, et donc il y a des facteurs aléatoires, donc bah, pour le faire, il faudrait train plein de modèles empiriquement, voir si ça marche pas, donc c'est pas ouf comme manière de faire. Ouais, je me faisais une réflexion sur l'histoire de map, etc. Et je me disais, en fait, il y a rien qui t'empêche. Enfin, pourquoi est-ce qu'on ne considère pas, entre guillemets, l'IOU dans ces métriques-là? Parce qu'en soi, ça a Ah, aussi de l'intérêt. si, l'IOU est considéré. Alors attends. Oui, c'est vrai que j'ai pas dit. Pour dire si une boîte c'est un vrai positif ou pas, on utilise l'IOU en fait. On regarde D'accord. l'IOU entre la Grundtruth et la boîte prédite, et s'il est supérieur à un certain seuil, je crois que dans la littérature c'est toujours 0,5 qu'ils utilisent. 0,5 c'est déjà, on dirait pas comme ça, mais c'est déjà des très bonnes boîtes. Et ben on considère la boîte comme un vrai positif, mais en dessous de ce seuil, ben la boîte c'est un faux positif, hein, ou un faux négatif. Voilà, c'est Ouais, là que ça d'accord. intervient l'IOU, ouais. Ouais, ouais. Merci. Voilà, du coup, bon bah là c'est, bah, on a une manière d'exploiter le modèle, on peut l'entraîner, on peut l'évaluer, donc on a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire bah, notre training, hein, et le faire correctement.
Et du coup, je veux juste parler d'un petit truc, un petit bonus, hein, qui découle du fait, tout simplement que YOLO est un CNN pur. Donc, ça permet de faire entre autres plein de simplifications qui vont être très très utiles. Donc, qu'est-ce qui est bien? Donc, CNN, tout le monde sait, comportement invariant par translation, tout ça. Et surtout, CNN pur, le nombre de paramètres est indépendant de la taille d'entrée. Alors par taille, j'entends largeur-hauteur, hein, pas la profondeur évidemment, mais le nombre de paramètres, donc les valeurs de vos filtres, ne sont pas dépendants de la taille de votre entrée. Si vous agrandissez votre input, vous allez agrandir votre output, c'est tout. Mais les paramètres ne vont pas changer. Donc si, admettons, mon modèle YOLO produit ce résultat ici sur cette image, si maintenant je lui demande avec le même modèle de prédire sur cette image, qui est juste la même image mais x2, hein, donc 2 fois plus grande, le modèle va quand même marcher de 1, et en plus il va quand même fonctionner correctement, vu qu'il est invariable par translation, il va quand même me produire exactement les mêmes résultats que si l'image était toute seule. Alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire concrètement en application, hein, ce qui est cool, c'est que vous pouvez, pour un cas concret, je vais vous reparler de mon truc de feu de signalisation. Là. Moi j'avais des images de caméra qui étaient relativement grandes, c'était du 1280 par 720, et du coup, au début, je me suis dit, vas-y, je teste, je mets directement mes images dans le réseau et on va voir ce que ça donne. Je fais ça, je laisse tourner l'algo pendant la nuit et je me rends compte que ma loss diverge parce que le fait qu'il y ait peu de boîtes sur des images aussi grandes, ça fait qu'il y a beaucoup d'erreurs au niveau de la proba qui s'accumulent et à la fin la loss est énorme et mes gradients sont complètement explosés. Donc soit il faut que j'ai un learning rate qui soit vraiment ridicule et ça va à 2 à l'heure, soit il faut que je trouve un autre moyen de faire mon training. Du coup, ce que j'ai fait dans un deuxième temps, c'est j'ai split mes images en 4 et je vais donner les images une par une. Donc déjà, ça permet d'aller plus vite et puis ça marche bien. Là, pour le coup, l'entraînement était stable. Et après, je me suis dit, c'est chiant maintenant parce que quand je veux faire mon test, je suis obligé de split mes images en 4 et je les fous dans mon modèle. Mais en fait, ça, c'est pas vrai vu que, encore une fois, c'était indépendant de la taille de l'entrée, invariant par translation. Du coup, ce que je pouvais faire, c'est lui mettre les images originales en entrée et avoir le comportement attendu en sortie. Et ça c'est magique en fait. C'est le CNN, c'est magique. Ça permet d'avoir des toutes petites données d'entraînement et d'avoir des comportements qui marchent sur des données à grandes échelles. Ça, c'est cool. Et même, tu pourrais même faire du coup des augmentations de données avec des random cuts, ce genre de truc. Si tu as des images qui sont grandes, tu pourrais te dire, au lieu de prendre les images de la taille initiale, même si tu as des images qui sont mais à partir du moment où tes boîtes sont plus petites que tes images, qui est censé être arrivé dans la détection d'objets de toute façon, oui. Tu peux toujours te dire que tu vas prendre des cuts qui sont un peu plus petites que tes images, random dans tes images, et ça fait que tu vas avoir une grosse augmentation de données par rapport à ce que tu aurais pu avoir, en plus d'éventuelles réflexions, rotations, etc. Alors rotation, je suis pas sûr que ça marche sur les boîtes, mais réflexions en tout cas oui. En général, les trucs sont pas tournés juste comme ça sur les images. C'est un peu bizarre. Hein. Après, ça dépend des applications, hein, encore une fois, mais oui, c'est l'idée en gros. Hein. Et du coup, voilà, vous pouvez vous entraîner votre modèle sur des images 100 par 100, et à la fin, vous faites sur des images 10 000 par 10 000, tant que c'est à la même échelle, c'est-à-dire, par exemple, la tête de John Cagnol fait 50 pixels, tant qu'elles font toutes à peu près 50 pixels, ça va correctement marcher, et vous n'allez pas avoir de problème à ce niveau-là. Donc, en vrai, je serais assez chaud pour qu'on discute. Alors, je sais pas si maintenant ou à la fin de la formation, mais. Là, on a fini. Donc là, ça va être open discussion. Parfait. C'est nickel. Surtout si dans la continuité. Après, alors attends, peut-être avant d'aller plus loin, s'il y en a qui ont vraiment des questions, genre qui n'ont pas compris certains trucs, peut-être revenir. C'est vrai que. Avant qu'on aille plus loin, ça serait peut-être intéressant déjà d'avoir que le public applaudisse pour cette formation incroyable. Bravo, merci Théo. clap. Allez, merci. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez-y, c'est le moment. Moi j'ai une petite question du coup. Vas-y. Est-ce qu'on est d'accord que la taille de tes boîtes, enfin plutôt disons la précision de la taille de tes boîtes sur l'image d'entrée, du coup elle est entre guillemets forcément un multiple de la taille de tes cellules en sortie. C'est-à-dire que plus tu as de couches de CNN dans ton YOLO, plus tes boîtes à la fin seront petites et donc moins tu auras de précision entre guillemets sur tes boîtes. Alors non, ça c'est faux. Non. Pourquoi ? Parce que non, en fait, c'est indépendant. C'est invariant. En fait. C'est complètement indépendant. La taille des boîtes et les cellules, en fait, le seul truc dans lequel la taille des cellules intervient, c'est la position des boîtes, c'est tout. Et sinon, tes priors, en fait, ils sont calculés, mais indépendamment de la taille des cellules, tu vois.
En fait, c'est parce que la position, elle est entre 0 et 1 dans une cellule. Ouais. Donc, Ouais, c'est ça. Oui. Ouais, En fait, plus tu vas avoir de cellules, plus tu vas avoir de positionnement de boîtes possible. Mais en fait, c'est juste tu vas multiplier le nombre de boîtes, la densité de boîtes que tu vas calculer. Mais la taille est complètement indépendante. Tu peux avoir des boîtes qui sont énormes. Des régressions sur la taille des boîtes, du coup, ça peut C'est ça. être n'importe quelle valeur. C'est ça. Ok, ça marche. Une autre question que j'avais sur la... On est d'accord que YOLO, du coup, il peut pas gérer les overlaps de classes. Par exemple, si tu as un objet au second plan, qui est du coup un gros objet, qui a une certaine classe, bon. Et que au premier plan, tu as un petit objet qui est, par exemple, inclus dedans et qui est beaucoup plus petit, ce qui fait que, du coup, les deux n'ont pas la même taille et que, du coup... Voilà, c'est pas des trucs que tu pourrais supprimer. Entre guillemets, si tu arrivais à classer les deux avec une bounding box, ce serait pas un truc que tu pourrais supprimer en considérant que c'est la même chose. Alors, si, parce que c'est par classe, non? Oui, Attends, tu la peux. NMS, c'est par classe. En fait, ça, le cas que tu décris, c'est pas possible avec YOLO V1, vu que tu prédis une seule fois des boîtes. Ouais. Par contre, là, comme je l'ai dit, plus tu mets de prior, en fait, plus tu vas prédire de boîtes par cellule. Donc tu peux faire des overlaps du coup tu peux très bien avoir des overlaps d'objets, c'est pas gênant. Parce que tu fais un argmax à un moment sur les classes, donc je sais bien qu'à un moment donné... non, mais attends, parce que certes, tu fais un argmax sur les classes, mais c'est par boîte. Mais si tu prédis deux boîtes au même endroit, c'est pas gênant. Tu peux faire deux fois l'argmax. Parce que imagine que vu que tu as B, tu as le paramètre B, si tu as un B qui est égal à 100, tu pourrais prédire jusqu'à 100 trucs qui sont superposés les uns sur les autres, en gros. C'est ça l'idée. Ouais, non, tu as la probabilité qu'il y a un objet qui appartient à ta cellule. Tu peux avoir très bien deux trucs qui valent 1, quoi. Dans une même... Non, parce que c'est juste que... En fait, tu oublies qu'il y a une dimension supplémentaire sur ton tenseur. Tu es en dimension 4. Oui, t'as les priors aussi qui rentrent en jeu là-dedans. En gros, les priors, ils multiplient le nombre de boîtes que tu vas prédire au même endroit. Au même endroit ou sur la même image? Attends. Au même endroit sur la même image. Au même endroit sur la même image, ouais, c'est ça. Attends, pour être clair, en gros... Ouais. Je reprends ton cas de la voiture et d'un petit objet devant, on va dire. Je sais pas, genre, t'as une voiture et un vélo posé devant. Ils sont... Ouais, ok, c'est bon. Non, c'est bon. C'est bon? Ok, peut-être t'expliques pour les autres, je sais pas, mais... En vrai, tu mets juste cagnole devant la voiture, ça marche aussi. Hein. Oui, tu mets cagnole devant la voiture. Même si les deux boîtes ont le même centre, tu vas peut-être avoir le prior qui... Bon, que là, nous, on a choisi, qui est associé aux têtes, qui va détecter la tête de John, et le prior associé aux voitures qui va détecter la voiture qui est derrière. Mais ça, c'est le modèle qui, lui, tout seul, va comprendre que, ok, c'est une grande boîte, j'ai fait une corrélation entre grande boîte égale voiture, donc lui, il va se débrouiller, et donc il va maximiser la proba que ce soit une voiture, par exemple. Ouais. Et quand tu supprimes des boîtes qui sont, entre guillemets, équivalents, tu le fais une fois... Enfin, tu le fais à priori fixé ou à classe fixée? À classe fixée. À classe fixée. Ouais, classe fixée. Oui, sinon ça aurait pas forcément de sens. De pouvoir prédire plusieurs trucs quand même. Oui, justement, c'est parce que ce qu'on avait dit, en fait, des priors, tu peux utiliser les mêmes priors pour des classes différentes et inversement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Le seul truc qui est embêtant, c'est si tu as plein d'objets. Là c'est un cas un peu différent. Genre, si admettons, cette fois-ci, tu as des cellules qui sont énormes et tu as peu de cellules. Et que tu as 50 fois le même objet dans la même cellule. Là, ça va être plus compliqué pour ton modèle parce qu'il va devoir prédire 50 fois la même classe et il va pas falloir que ta NMS passe derrière et qu'elle se dise en fait c'est 50 fois le même objet et qu'elle supprime tout. C'est pour ça que ça... il faut qu'ils aient des tailles de box différentes. Enfin, en tout cas, il faut qu'ils correspondent à des priors différents, sinon ça passe pas. Enfin, c'est surtout si tu as deux objets au même endroit, faut pas qu'ils soient de la même classe parce que sinon la NMS va supprimer les boîtes. Elle va les réduire en fait. Du coup, l'idée c'est le bêta là, mais encore une fois, c'est par application. Hein. Si c'est dans ton application, tu sais que tu vas avoir beaucoup d'objets, des densités élevées d'objets. Là, va falloir prendre des bêtas qui sont très élevés, qui soient très stricts, mais tu risques beaucoup d'avoir des faux positifs aussi. Et ouais, si tu as des classes qui se superposent un peu trop proches, ce qu'il faut faire, c'est de la segmentation d'instances, et pour ça, il faut plutôt se tourner du côté des masques RCNN, etc., que du YOLO. Ouais. Il faut pas prendre YOLO ça va faire des trucs. Que les masques RCNN. Oui, ça c'est sûr. YOLO, c'est quand même fait pour du real time à la base, donc ça va plutôt vite le truc. RCNN, en vrai, il y a des trucs qui vont assez vite, mais jamais aussi vite que YOLO. Clairement, c'est pas possible d'aller plus vite que YOLO. J'ai une petite question. Vas-y, je t'écoute. Ouais, du coup, c'est sur comment on choisit les priors et tout. Du coup, je suis pas sûr d'avoir bien compris. Ouais, c'était toutes ces bulles, genre les premiers trucs. Ouais, non, mais les priors, c'est compliqué, donc je comprends. En gros, pour choisir nos priors, on fait une sorte de pré-process avant sur nos données d'entraînement. En mode, on regarde ce qu'on a. C'est ça? Ouais. Tu regardes tout ton train et tu fais le clustering là-dessus. Tu prends pas ton test, évidemment, hein, sinon ce serait de la triche, mais... Oui, ok. Et voilà, ouais.
Ok, ça marche. Et si jamais enfin, dans un monde imaginaire où on n'aurait pas justement accès en fait à ça, techniquement, on pourrait quand même lancer l'entraînement avec des priors un peu hasardeux. Bah, Et ça si t'as pourrait pas quand même accès à ça, ça va être compliqué parce que ça veut dire que tu connais pas les boîtes réelles, donc tu peux pas faire ta régression derrière. Non, mais imagine, enfin, c'est juste un cas, enfin, une expérience de pensée. Genre, Ok. il n'y a rien qui empêche la convergence. Si jamais on met des priors un petit peu au hasard, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Non, il n'y a pas de hasard. Si tu devais prendre des priors au hasard, je dirais, en n'ayant aucun a priori sur les données, bah tu prends des carrés à des tailles différentes, histoire de bien répartir la masse, on va Ok, dire. ouais. Mais ouais, sinon, enfin voilà, c'est juste une expérience de pensée. Mais là, si tu fais ça, Je crois que c'est un peu ce qui est fait dans les masques RCN d'ailleurs. oui, dans les masques RCNN, ils utilisent des ratios de boîtes plutôt que des tailles. C'est ça, ouais. Et en plus, c'est un peu fait comme ce que tu dis, Paulin, c'est des trucs qui sont plutôt appris et donc en mode plutôt, t'as plein d'initialisations au hasard et après il se démerde et il apprend. Donc c'est un peu ce que tu dis, ce qui se passe sur les masques RCN. Voilà. Ok. Ouais, alors, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il apprend les régions d'intérêt. Non, mais Ouais. c'est ça, en fait, c'est ce que vous dites. Ouais. Bah, ça revient à peu près au même. Hein, mais... C'est ça. Et après, il fait un CNN sur chaque région d'intérêt. Ouais, c'est pour ça que c'est. En fait, ce que je trouve. Mais c'est un peu plus compliqué parce qu'il fixe les tailles des trucs, etc. Ouais, ce que je trouve chiant avec le RCNN, enfin en tout cas l'implémentation de base, c'est que tu vas prédire un nombre fixe de régions d'intérêt par image, alors qu'il n'y a pas forcément d'intérêt à faire ça. Ouais, mais si t'en fais pas mal, en général, t'en fais genre, enfin, c'est pareil, en fait, t'en fais une centaine, c'est comme avec tes priors, tu vois, t'as plus de priors et du coup, en fait, c'est un peu l'équivalent des priors, au final, les régions d'intérêt dans le masque RCNN, c'est que tu vas prédire, genre, ok, bah, je vais mettre 100 régions d'intérêt dans mon image, et du coup, après, il va trier, tu vas faire un tri, un peu comme toi, ton post-process que tu fais Ouais, avec non, les. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi dans le papier ils font pas ça, en fait. Parce que, typiquement, ils font. Ton premier passage, il va prédire les régions d'intérêt, donc il en prédit 300 fixes, et après il les passe dans le classifieur, et ensuite il les élimine. Enfin, je trouve ça tellement débile comme approche. Mais c'est juste pour avoir des tenseurs de taille fixe. Non, il y a un pré-process avant, enfin, avant de les passer tous. Tu les passes pas tous dans le classifieur, hein, je crois. Oui, mais tu gardes les 300 meilleurs, tu vois. C'est ça que je trouve ça débile, parce que là, t'as pas de critères fixés en mode. Bah, tu gardes celles qui dépassent un certain seuil alpha, avec alpha ton seuil de sensibilité, tu vois. Ah ouais, je vois. Mais enfin, les RCNN, je trouve ça, enfin, j'en ai implémenté un à la main, c'est trop chiant à entraîner ces trucs. Donc c'est pour ça que YOLO c'est cool parce que c'est facile. Je valide, mais le problème des masques est toujours le même. Hein. Oui, non, mais les masques et la détection, c'est pas pareil. C'est des tâches qui sont quand même assez différentes. Quoi. Enfin, non, mais elles sont quand même pas si éloignées que ça. Dans masque RCNN, il passe par des boîtes, tu vois. Mais en soi, il n'y a rien qui t'oblige à le faire. Non, mais c'est pour améliorer la précision. Mais on pourrait imaginer un algorithme qui soit out of mind actuellement, mais qui te trouve direct les masques, tu vois, comme en mode un YOLO masque, tu vois. T'améliores le. Non, tu pourrais pas. Bah pourquoi? Bah si. Bah tu pourrais pas avoir. Enfin, si tu pourrais, mais ce serait inentraînable quoi. D'accord, oui, je vois ce que vous dites. Oui, voilà. Mais voilà, peut-être qu'un jour il y a un algo comme ça, tu vois. On n'en sait rien, mais en tout cas, pour l'instant, c'est. Non, ça existe. Moi, j'ai un exemple d'algo qui. Si je dis pas de conneries, ouais, c'est ça, il fait directement la branche des masques et en même temps, il fait un autre truc en parallèle. Il fait pas de bounding box. Après, son objectif, c'est pas de faire des masques, c'est de faire des trucs un peu plus compliqués que les masques. Du coup, il fait les masques en parallèle. Mais il fait pas du tout de bounding box en fait. Après, c'est des techniques de segmentation, tu vois. C'est plus compliqué, c'est la reconstruction 3D de. Ouais, ok. Ouais, c'est pas pareil. Et voilà, il fait des masques. Merde. J'aurais encore une petite question. Vas-y. La différence entre YOLO V2 et YOLO V3, est-ce que ça tourne autour en gros d'extraction à 3 niveaux ou il y a autre chose d'important? Grosso modo, c'est juste ça. Ok. J'ai l'impression, pour être honnête, les mecs qui sont derrière YOLO, ils aiment bien les trucs un peu bling bling, genre faire des articles pour rien. Mais du coup, ils améliorent pas grand chose et ils sortent des énormes papiers. Mais en gros, l'idée de YOLO V3, pour ceux qui connaissent pas trop, c'est fait pour faire du multiscale en fait. Et donc, tu fais de la détection à plusieurs niveaux dans ton CNN pour avoir si l'objet est proche ou loin de la caméra par exemple. Mais voilà, en gros, c'est ça la différence par rapport à YOLO V2. Mais si vous comprenez les principes de YOLO V2, c'est exactement les mêmes qui sont appliqués dans YOLO V3, modulo quelques changements évidemment. Mais et YOLO V4 et 5 V4, c'est un changement d'architecture pour aller plus vite, et V5, je sais même pas ce qu'ils ont fait, mais bon, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui change chaque version. Enfin, le principe de base, en tout cas. V5, on gagne vraiment beaucoup de perf. Ah ouais? D'après on gagne vraiment.
Mais en tout cas, YOLO V4, c'était juste, ils ont changé l'architecture du modèle et ok, ça va plus vite, mais grosso modo, c'est pas aller plus loin, quoi. Donc c'est pour ça que j'étais un peu déçu. Il n'y avait pas de maths qui m'ont transcendé à ce niveau-là. Mais c'est vrai que ce serait cool d'avoir des formations de façon un peu plus générale sur tout ce qui est autour de la détection d'objets, de la segmentation, que ce soit de la segmentation tout court ou de la segmentation d'instances, etc. Et d'avoir quelques trucs qui tournent autour de ça. C'est vrai qu'à Automatan, je parle pour les GPA, enfin pour ceux qui sont actuellement dans Automatan, hein, donc pas pour les vieux, on fait ce qu'on peut. Hein. Mais c'est vrai que ce serait cool qu'on commence à mettre en place un petit peu des trucs autour de ça, autant des coups des formations comme là, merci Théo encore, mais aussi des TP, ce genre de trucs, parce que c'est des choses qui sont très demandées en fait, par les JE, par les entreprises, dans le monde du travail, etc. Tout ce qui est autour de la computer vision, ça tourne très très souvent autour de la segmentation et ou de la détection d'objets, de façon générale. Mais c'est ça qui est intéressant aussi. Bah oui, et du coup, c'est ça qui peut se faire avec du machine learning, avec du deep learning bien mieux que ce qu'on faisait avant justement. Ouais. Et du coup, c'est vrai que ce serait intéressant d'avoir des formations qui font ça un peu, des mises en pratique. Tu vois, par exemple, faire l'histoire des feux tricolores, tu vois, avoir ça en TP, ce serait cool, je pense. Bah là, j'ai un TP. J'ai déjà recruté Théo pour l'année prochaine, le thème arbre en fait. Au crash test, on a déjà parlé avec Théo que je voulais cette formation pour les GPA l'année prochaine. Ah, nice. Non, mais parce que moi, j'étais pas au courant que les GPA faisaient déjà de la détection d'objets. Du coup, j'ai appris ça tout à l'heure, mais ouais, je suis plutôt choqué, hein, comme d'hab. Mais bon, ça, on a l'habitude à Automatan, hein. Le niveau toujours meilleur, mais bon. Ouais, après, le truc, c'est que je pense que ce genre de formation, ils sont assez durs si t'as pas déjà pas mal pratiqué avec les CNN, parce que bon, je parle de volume, tout ça, si tu vois pas trop ce que c'est dans ta tête, c'est un peu compliqué. On fera en sorte qu'il soit chaud le plus tôt possible. Ça j'en doute pas, hein, mais voilà. Ils arriveront tout frais. Nickel. Après, je pense que si tu pars sur les formations de Jules, là, sur les CNN, je pense que tu as déjà un très bon bagage et facilement enchaîné. Avec Jules, tu as clairement un niveau de bâtard, il n'y a pas à dire. Ah oui, mais Jules, il est très. Il fait des. Mais à force d'en faire, il en fait toutes les semaines, il fait des trucs de présentation. Parce que je pense qu'elles font un peu flipper en vrai ces formations, tu vois. Oh non, il est très pédagogique. Non, mais oui, ça je dis pas, mais tu vois, mais quand tu vois la gueule des slides, t'es en mode oh putain. juste en regardant les slides sans l'audio, mais c'est sûr que lui, il est super fort, hein, y a pas à dire. Ah, il est pas mal. Mais en vrai, je sais pas, parce que dans la boîte, parce que du coup, je bosse avec Jules, mais dans la boîte, il y a des mecs qui sont tellement chauds que tu te demandes, en fait, Jules, c'est juste les niveaux 2, en fait. Nous, on est au niveau 1, tu vois. Et après, t'as encore niveau 3-4, tu vois. Après, niveau 4, je les connais pas, tu vois, mais ça existe toujours. Bah, c'est normal, hein. Il y a des mecs, mais parce que tu sais, Jules, il a quoi? Il a 2 ans de plus que nous, hein, en vrai. Ah, il est chaud, hein. Bah, même mec, quand tu vois ce qu'on a fait déjà en 1 an, 2 ans de notre côté, c'est pas étonnant. Je suis tout à fait d'accord avec Mathis. Et encore, ça sera encore mieux pour les GPA, je pense, de Automatan, et encore mieux pour ceux de l'année prochaine, etc. Parce que on leur met justement un gradient de départ qui est quand même pas le même entre ce qu'il y avait, ce que nous on a eu en première année, et ce que eux ils ont eu en première année. C'est pas la même qualité de formation, quoi, on va dire. Ouais, donc bon, en tous les cas, t'es plus ou moins, peu importe entre guillemets ton niveau de départ, à partir du moment où tu commences à vraiment bosser dedans et que tu fais un peu ça toutes tes journées, ton niveau il grimpe tellement que. Ouais. Voilà, après le départ, je sais pas s'il a un grand impact, tu vois. Enfin, je sais pas, hein. En vrai, je vois les formations de RL, enfin, je parle de ce que je connais, quoi. Donc, en RL, tu vois, genre aujourd'hui, que tu as des GPA qui soient capables de comprendre les différents mécanismes, acteurs critiques, les différents policy gradients, stock anti-gradient, gradient déterministe, qui voient les gros archétypes du RL, etc., et qui commencent à bien comprendre ces trucs-là. Enfin, moi, ça a pris 1 an de formation seul pour le faire, tu vois. Et eux, ça leur a pris, en 1 mois, voilà, ils ont compris ces genres de trucs. Donc bon, c'est quand même plus rapide, quoi. Alors, après, juste un truc, je voulais revenir un petit peu quand même sur un point. Ouais, on va peut-être finir ça déjà. Oui, c'est vrai. Ouais, vas-y, du coup, dis-moi. Après, on part sur autre chose après. Donc, à moins que tu voulais rajouter quelque chose. Non, mais si je vais couper le record quand tu auras. Moi, j'avais encore une question en fait sur cette formation. Vas-y. Je suis désolé du coup de couper. Non, pas de problème, t'inquiète. Moi, c'est sur la définition des priors. En gros, imaginons on est dans le cas cagnotte-voiture. Tu aurais deux priors globalement. Ouais. Un pour les têtes, un pour les voitures. Comment tu définis c'est quelque chose qui est appris Non, t'en aurais pas deux. T'en as pas un par classe, de prior.
Alors imaginons un cas où tu as plus de classes. Imagine que tu as 2 classes, tu pourrais quand même avoir 20 priors. Ouais. Parce que tu pourrais très bien avoir des têtes de clagnol en premier plan et des têtes de clagnol en arrière-plan. Ok. Un cas où on a deux types de taille, deux tailles de boîte, je veux dire. Voilà, tu pourrais. T'aurais 2 prieurs. Ouais. Et tu pourrais très bien avoir. Imagine dans ton dataset, tu as à la fois des cagnoles allongées qui sont exactes, des cagnoles allongées vues de très près et des voitures. Et bah, du coup, entre guillemets, elles pourraient partager le même prior. Ouais, je vois bien. Mais du coup, imaginons un cas où on a 2 types de boîtes, des petites et des grandes, globalement. Ok. Comment est-ce que tu définis, donc tu as 2 prieurs, quel prieur s'occupe des petits ou quel prieur s'occupe des grands? C'est appris ou c'est toi qui le décides à l'implémentation? C'est le modèle qui va l'apprendre tout seul, ça. Ok, naturellement. Justement, vu qu'on lui donne pas d'indice sur les classes, bah t'attends à ce qu'il se démerde tout seul, lui, pour réussir à faire le Ok. motif. Tu lui donnes juste les outils qu'il lui faut pour spécialiser C'est ça. suffisamment. Bah, parce que comme je disais dans l'exemple de tout à l'heure, c'est que tu peux avoir pour une même classe des boîtes qui sont des formes très différentes, et même des boîtes qui ont des formes communes sur plusieurs classes. Du coup, tu peux pas vraiment lui dire, bah cette boîte correspond à telle classe. C'est à lui de se débrouiller, quoi. Et, Ouais, pardon, pour compléter, pour rappel, du coup, le clustering que tu fais au tout début sur tes labels, enfin sur tes bounding box de labels, c'est juste pour fixer le nombre de priors pour après, à la fin, quoi, quand tu veux faire tes... Bah non, c'est aussi pour récupérer les dimensions des boîtes. Tu récupères les priors, c'est les représentants de tes clusters, c'est les priors que tu vas utiliser. Ouais, c'est ça, Oui. mais du coup, les dimensions des boîtes, tu les utilises à un moment? Bah oui. Quand tu fais tes multiplications avec ton exponentiel, là. Non, tu utilises les dimensions des priors dans l'activation. Par contre, les dimensions de tes boîtes, bah non, tu les utilises pas. Enfin, tu vas pas prédire à partir de tes données de train. Ça a pas Oui, de mais sens. les dimensions des priors, on est bien d'accord que c'est les dimensions. Excuse-moi, les dimensions des priors, on est bien d'accord que c'est la largeur, la hauteur et la position. Non, c'est la largeur, la hauteur. C'est juste largeur hauteur, ouais. Ouais, c'est ça. C'est juste la largeur et la hauteur de tes boîtes, enfin de la boîte moyenne de ton cluster entre guillemets pour chacun de tes clusters. Ça, ok, Bah voilà. elles sont connues. Enfin, c'est un hyperparamètre du modèle en gros, hein, ces priors là. Et Ouais, mais tu les utilises à un moment? Tu peux remontrer la slide? Ouais, tu tu utilises ici. Tac. Ah oui, Ce W et W4, H là, c'est relatif au prior, et du coup là, ça c'est la perturbation que tu viens pour déformer Ouais. légèrement ta boîte. Ouais. Oui, Ah oui, c'est là que tu l'utilises. C'est pas directement la. Bah ouais, c'est logique. C'est un truc plutôt proche de 0, quoi. C'est ça. C'est beaucoup plus facile à apprendre qu'un truc où tu dois apprendre la taille directe. Surtout, tu réduis de ouf la variance de ton réseau en fait en faisant ça. Et ça permet d'être grave moins sensible, enfin d'être plus stable en tout cas sur les entrées. Mais bon. Du coup, dans tes régularisations, tu pourrais même rajouter un terme comme ça sur directement la norme des WIK off et les HK off. Ouais, mais là t'es en dernière couche, donc en soi c'est un truc qui est dans la loss, hein, directement là. Ouais, c'est même pas comme des carré de W moins racine carré de W au label, mais du coup c'est pas tout à fait pareil. Attends, tu veux dire quoi directement, ouais, t'as raison. Mais en vrai, non, c'est vrai qu'il faut ajouter un terme de régularisation supplémentaire qui fait que tu te rapproches plus de tes priors. Ouais, mais oui, mais en soi c'est parce que tu veux. Toi, tu veux en fait, les priors, c'est juste un indicateur. Voilà la taille de la boîte. Démerde-toi à partir de ça pour m'en faire une meilleure. Tu veux pas que ce soit forcément la taille du prior, parce que le prior, encore une fois, c'est un truc que tu as appris sur ton training set. Hein. Il faut que tu puisses généraliser à partir de ça. C'est ça le problème. Donc, ouais. Ouais, non, mais ça, c'est juste vraiment au cas où tu as des trucs off, enfin les WH off là, qui explosent. Là, tu pourrais peut-être te dire, ok, à partir de là, on peut essayer de faire une petite régularisation. Mais alors, s'ils explosent, c'est peut-être que tu as mal choisi les priors en vrai. Enfin, il y a moyen. Hein. Oui, non, mais ce que voulait dire Théo par c'est déjà dans la loss, c'est que de toute façon, vu que tu minimises l'écart au carré directement dans ta loss, c'est comme si tu avais une régularisation. Si tu faisais une régularisation en mode, bah, je veux que mes W off au carré soient petits, entre guillemets, donc c'est-à-dire que tu rajoutes dans ton coup. Bah, ça revient à la loss. Ouais. Ça, c'est indépendant de prior. Donc je suis d'accord, mais c'est pas tout à fait la même idée. Ouais, mais oui, c'est la même réalisation, quoi. Yes, et du coup, je voulais revenir sur un dernier truc, c'est sur la data augmentation, parce que du coup, on en avait un petit peu parlé, mais je sais pas si t'as vraiment exploré les trucs ou quoi. Mais, non, pas vraiment, mais on peut disserter dessus, si tu veux. Ouais, je pense. Notamment, bon, on va parler peut-être du plus simple, l'augmentation par scaling. Ouais. C'est-à-dire juste tu zoomes ou tu dézoomes, quoi. Puis bon, après, pour le padding, tu te démerdes.
Oui, c'est ça. Ça, c'est super chiant, mais ça se fait. Hein. Ouais, Mais dès que tu modifies une image, il faut modifier les boîtes derrière et c'est super casse-couille à faire. Ça oui, mais c'est pas un problème si tu. Enfin, ce que disait Valentin, c'était le padding. Et ça, c'est pas un problème si tu fais des random cuts en général, parce que du coup, tu as accès à plus que l'image. Enfin, tu as accès au contour. La vraie question, c'était ça. C'était par rapport au prior, parce que du coup, les priors, ils sont aussi tous multipliés. Alors évidemment, les priors, faut les faire avec quoi t'entraînes. Du coup, si tu t'amuses à faire des transformations, il va falloir que tu les incluses dans ton. Enfin, que tu inclues toutes ces transformations dans ton clustering avant, parce que sinon ça va pas très bien marcher. Enfin, le réseau il va réussir à compenser, mais là, enfin, c'est un peu comme si tu lui donnais des mauvais priors exprès. Par exemple, si tu fais du scaling, c'est intéressant de lui donner aussi les boîtes rescale dans le clustering. Après, c'est bon, mais si t'as pas beaucoup de données et que bon, tu voudrais quand même qu'il arrive à détecter des visages, même qui sont très près ou très loin, même si ça n'a pas beaucoup dans ton training set, ça peut quand même être ultra intéressant de faire de la data augmentation par rapport au scaling. Oui, mais ce que je veux juste dire, c'est qu'il faut bien penser à mettre ces nouvelles boîtes-là dans le calcul des priors. Sinon, ça va pas être terrible. Après, du coup, ça peut poser problème si tu essaies de faire un truc qui génère des données on the fly, tu vois, un peu à la TF dataset, tu vois, où tu veux faire, justement, c'est des trucs qui sont très efficaces, mais du coup, tu génères des données on the fly, du coup, tu peux pas faire ton clustering parce que tu as généré les données on the fly, donc tu sais pas. Il faut que tu mettes des contraintes sur la manière de générer les données pour pas qu'ils modifient les boîtes, quoi. Mais on the fly, ça veut dire quoi on the fly? Ça veut dire que tu ne vas pas stocker un dataset, en gros, et que tu vas générer tes données, les utiliser et les jeter à la poubelle après. Ah oui. Ouais, voilà. Tu les génères pendant l'entraînement, quoi. C'est ça. Le truc typique quand ton machin il est ultra lourd. Non, en fait, le problème, c'est que les priors, ils sont dans l'architecture du réseau, en fait. Du coup, tu peux pas lui dire, modifie l'architecture vite fait, frérot, parce que là, j'en ai besoin. Non, ça marche pas, ça. C'est clair. Là, tu modifies carrément la taille de tes tenseurs. Oui, c'est surtout, tu modifies la fonction d'activation, en fait. En changeant les valeurs des poids, surtout. C'est ça, tu modifies pas la taille de tenseur, hein, tu modifies que la fonction d'activation. Oui, si tu ajoutes des nouveaux priors, oui, tu vas changer la taille des trucs, mais... Oui. Ah oui, mais c'est tout. Si tu vas modifier ta fonction d'activation, donc forcément ton réseau il va être un peu perdu. Oui, ça, après, moi ce que j'avais fait, c'est j'avais train un réseau, je m'étais rendu compte que je m'étais planté sur les priors et du coup je les avais changés après, tu vois. Et c'était un peu comme du transfer learning, tu vois. Il a réussi à bien recover après un peu de training, hein, c'est pas si grave non plus. J'avoue, en vrai, le transfer learning, on pourrait aussi essayer d'un petit peu en parler. Mais après, bon, ça c'est des trucs, je sais pas si t'as pas exploré. Sur YOLO, si, parce que justement. On a vu par rapport à l'architecture de base, tu vois, on a juste enlevé le dense à la fin. La YOLO, ce que tu peux faire, c'est prendre un ResNet, tu vires les étages de dense, tu fous tes convolutions et tu traînes là-dessus. Et ça va super vite. Ouais, plutôt qu'un ResNet, même des trucs plus petits, genre des MobileNet, des trucs comme ça, c'est surtout ça qui est trop bien. Très petit, hein. Et c'est ça qui est cool, c'est que t'as un feature extractor et t'exploites vraiment la feature map. C'était ça un peu l'idée, c'est de split en deux le monde gros CNN bien vénère, super chiant entraîné, et ta couche de convolution 1x1. Enfin, bien sûr, il va falloir propager le gradient dans ce truc-là, mais... Ouais, tu disais si tu fais ResNet à la place de ton image, quoi. Enfin, un petit ResNet, on va dire, hein, genre un ResNet qui va pas non plus extraire les trucs avec... Ton feature extractor, c'est ResNet. C'est juste ça. Ouais, ok. Enfin, ou un petit ResNet, oui. Et du coup, après, tu fais tes bounding box par rapport à quoi? Du coup, après, t'apprends juste la dernière couche, en fait, c'est tout. Oui, c'est ça, t'apprends juste la dernière couche. Ouais, je sais pas. Parce après, que évidemment, faut train aussi le feature extractor, mais les gradients, ils deviennent vite ridicules, donc c'est dur à entraîner, ce truc-là. Mais rien qu'en entraînant bien la dernière couche et un peu les avant-dernières, tu vois, ça marche plutôt bien assez vite. Hein. Après, c'est sûr que pour des trucs compliqués, c'est chaud. Tu vas revenir à l'image de base pour trouver tes bounding box exactement. Parce que t'imagines, tu prends... Bon, on va dire... Bon, c'est un peu con, mais... Imagine, tu prends vraiment le ResNet à la fin, t'as des features map qui font genre 4x4 ou 2x2, je sais plus, 2x2, je crois. Genre là, c'est impossible. Non, faut que tu cut un peu avant, parce que là, sinon, tu vas, mais même si tu vas prédire 4 boîtes, tu vois. Oui, bah oui, voilà. ouais. Non, mais à mon avis, je pense il doit y avoir des CNN qui sont particulièrement intéressants en YOLO, qui sont pas forcément... Oui, après, YOLO, ils ont leur propre CNN qui est pré-train, donc moi, c'est souvent celui-ci que j'utilise pour faire ça. Ouais, voilà, mais je pense... J'ai déjà testé avec ResNet, en coupant assez tôt dans ResNet, mais en vrai, ça marchait plutôt bien. Ok. Enfin bon, ça En tout cas, ça a l'air beaucoup plus simple de changer un CNN sur un YOLO que sur un masker CNN, parce que c'est extrêmement casse-couille à faire. Voilà. Clairement. En vrai, non, si, tu peux réutiliser le backbone par contre. Ça, il n'y a aucun problème.
Oui, justement, mais le problème, c'est que le backbone, si tu veux le changer dans Masker CNN, ça dépend quel applet tu utilises, mais je parle en pratique, que tu vois, j'ai essayé d'utiliser un applet de Matterport et tout, c'est l'enfer, quoi. Donc, j'imagine que pour YOLO, ça a l'air mieux, mais bon. Je sais pas à quel point tu réentraînes le backbone si tu fais du transfer learning, mais je pense que tu dois le réentraîner de ouf. Genre, t'es quasiment obligé de le réentraîner du début jusqu'à la fin, non? Quand tu fais un... Pas forcément. Ah ouais? Ok. Quand tu fais un Masker CNN, non? Ah oui, juste un petit détail, tant que j'y pense, j'ai un peu zappé. Je reviens là-dessus, sur les lambdas, parce qu'il y a un petit truc. Je vous rappelle, donc, cette loss là, la première, il y a l'IOU là qui rentre en jeu. Donc l'IOU c'est un peu une usine à gaz le calcul, enfin c'est pas compliqué mais ça, voilà, c'est un calcul moche quoi avec des produits tout ça. Mais dedans, le truc c'est qu'il y a X, Y, W, H qui rentrent en compte. Et en fait, ces deux losses là, E objet et EXY et EWH, elles sont un peu en l'une contre l'autre, genre du coup. Si vous amusez à prendre des lambda 2 qui sont élevés, et ben votre réseau, enfin moi en tout cas, ce qu'il avait essayé de faire chez moi, c'est que plutôt que de me faire des jolies boîtes, il me faisait des boîtes éclatées comme ça, ils avaient un IOU égal à 0, et il me faisait que des prêts à 0, tu vois. Du coup, faut quand même se méfier dans les pondérations, des lambda là. Mais en fait, de toute façon, quand les boîtes ne sont. Quand t'as pas une boîte, entre guillemets, quand il prédit un truc qui est pas une boîte, Ouais. Bah de toute façon, tu n'utilises pas la losse bleue et la losse rouge, tu n'utilises que la losse verte. Si je dis pas de conneries. Non, s'il n'y a pas de boîte, tu utilises que cette loss là, la E bar, qui pénalise la proba pour qu'elle tende vers 0. Oui. Mais admettons, tu as une D'accord, ouais. boîte, et lui, du coup, ce qu'il cherche, c'est plutôt que de minimiser, de maximiser l'IOU, il va chercher à le minimiser, comme ça les probas sont toujours égales à 0. Et en minimisant l'IOU, il détruit X, Y et WH. Et du coup, tu peux avoir des équilibres à la con, où ton machin, il te fait des boîtes éclataxes, juste pour avoir des probas nuls partout, comme ça il se fait pas chier à prédire, tu vois. C'est pas. Et je vois en vrai, avec ces 4 termes de loss, tu peux tellement optimiser tes trucs. Si tu vois que genre il est prédit de la merde, tu peux augmenter par exemple le lambda à 3, enfin tu peux vraiment faire C'est plein de sûr. C'est sûr. Alors, je sais pas si ça se fait trop de faire varier les paramètres de l'os pendant le training, tu vois. En vrai, peut-être que ça se creuse. pendant le Mais training. genre en mode, tu remarques, ok, mon modèle il a ce comportement-là, genre il commence à, ok, il avait des bonnes boîtes, mais là il commence à partir un peu en couille. Peut-être qu'il faudrait que je réduise lambda 2 ou au contraire j'augmente lambda 1 Pendant ou le des trucs comme training ça. ou même pas forcément pendant le training, mais ça revient plus ou moins au même de toute façon. Oui,